La Gaule, un territoire vaste et riche, à la croisée des chemins entre l'Europe centrale et l'Atlantique, était bien plus qu'un simple ensemble de tribus avant l'arrivée des légions romaines. Avant la conquête, aux alentours du Ier siècle avant notre ère, la Gaule était un patchwork de cultures, de langues et de croyances, regroupant des tribus celtes, aquitaines et ligures. Chacune de ces communautés avait ses propres coutumes, son propre mode de vie et ses propres façons de concevoir le monde. Les Gaulois, souvent caricaturés par la suite comme des guerriers rustres et indomptés, étaient en réalité des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des penseurs. Les témoignages d'historiens contemporains, tels que Jules César lui-même, nous montrent une société dynamique où les échanges commerciaux fleurissaient, notamment grâce à des routes fluviales qui reliaient les différentes régions. Les Gaulois cultivaient des céréales, des vignes et élevaient du bétail. Mais leur richesse ne se mesurait pas seulement en biens matériels. Leur art, leur musique et leur mythologie étaient tout aussi élaborés. Cependant, cette prospérité ne devait pas masquer les tensions internes. Les rivalités entre tribus pouvaient être féroces et les alliances souvent fragiles. La Gaule, malgré sa diversité, était un terrain fertile pour l'ambition romaine. En 58 avant notre ère, César, en quête de gloire, décida d'unir les Gaulois à sa cause ou, à défaut, de les soumettre. C'est ainsi qu'il débuta une série de campagnes militaires qui allaient changer le visage de la Gaule à jamais. La conquête romaine ne se fit pas sans résistance. Les Gaulois, bien conscients de leur identité, s'élevèrent contre l'envahisseur. Vercingétorix, le célèbre chef arverne, symbolisa cette résistance. Son appel à l'unité et à la lutte contre Rome fut un moment charnière, mais comme l'histoire le démontre souvent, la bravoure ne suffit pas toujours face à une machine de guerre aussi bien huilée que l'armée romaine. La bataille d'Alésia en 52 avant notre ère fut le tournant décisif. Les forces gauloises, encerclées par les légions romaines, furent vaincues. Vercingétorix se rendit, et avec lui, l'espoir d'une Gaule indépendante. Après la conquête, la Gaule connut un bouleversement culturel et social. Rome, forte de son organisation et de sa technologie, imposa son modèle. Les villes gauloises, souvent des centres névralgiques de la vie économique et culturelle, furent transformées. Les forums romains, les temples, les thermes et les routes pavées émergèrent, marquant le paysage gaulois. L'urbanisation s'accéléra et les tribus gauloises se virent intégrées dans un empire en pleine expansion. Cependant, cette romanisation n'était pas un processus uniforme. Les Gaulois adoptèrent certaines pratiques romaines tout en conservant leurs traditions. Le mélange des cultures fut palpable. Les artisans gaulois, par exemple, intégrèrent des techniques romaines à leur savoir-faire, donnant naissance à une production artisanale innovante. L'art gaulois, déjà riche, s'enrichit de motifs et de styles romains, témoignant d'un échange culturel dynamique. Parallèlement, la langue latina commença à remplacer les dialectes gaulois dans de nombreuses régions, mais pas sans résistance. Les inscriptions et les écrits en langue gauloise témoignent d'un profond attachement à l'identité locale. Les Gaulois, tout en s'adaptant aux nouvelles normes, cherchaient à préserver ce qui faisait leur essence. La religion aussi subit une transformation. Les dieux celtes furent souvent assimilés aux divinités romaines, mais cela ne signifiait pas une perte d'identité. Les cultes locaux continuèrent de prospérer et les pratiques anciennes cohabitèrent avec le panthéon romain, créant une richesse spirituelle unique. La magie et les rites druidiques, bien qu'érodés par la nouvelle foi, continuèrent à perdurer dans l'ombre, témoins d'un passé que l'Empire ne pouvait totalement effacer. Les enjeux économiques de cette romanisation étaient aussi cruciaux. Les Gaulois, intégrés dans le vaste réseau commercial de Rome, bénéficièrent d'un accès à des biens et des produits venus de tout l'Empire. Les marchés se développèrent et de nouvelles opportunités d'échange s'ouvrirent. Toutefois, cette prospérité ne profitait pas à tous de manière égale. Les élites gauloises, souvent en alliance avec les autorités romaines, en tirèrent profit, tandis que les paysans et les petites communautés demeuraient souvent à la marge, subissant les taxes et les réquisitions. La Gaule romaine, à la croisée des cultures, était un microcosme d'échanges et de tensions. En dépit des efforts de romanisation,
l'identité gauloise persistait, se mêlant et se redéfinissant au fil des siècles. Les ruines de villes telles qu'Alésia, Lyon ou Nîmes témoignent de cette époque fascinante où la résistance et l'adaptation se côtoyaient. La Gaule, loin d'être un simple champ de bataille, devint un laboratoire d'hybridation culturelle où l'héritage des ancêtres gaulois et l'influence romaine s'entrelacèrent pour donner naissance à une nouvelle identité. Ainsi, comprendre la Gaule romaine, c'est saisir cette complexité, cette dualité qui continue à influencer la culture et l'identité française d'aujourd'hui. Les échos de cette époque résonnent encore dans notre patrimoine, nous rappelant que l'histoire est un processus vivant, en constante évolution. Dans cette ambiance entre guerre et paix, tradition et modernité, les habitants de la Gaule romaine apprenaient, s'adaptaient et surtout survivaient. La conquête de la Gaule, un chapitre aussi fascinant que tragique de l'histoire européenne, se déroule au Ier siècle avant notre ère. Ce vaste territoire, peuplé de nombreuses tribus aux cultures variées, attire les convoitises de Rome, qui aspire à étendre son empire. À la tête de cette entreprise audacieuse, nous trouvons un homme, Jules César, dont le nom résonne encore à travers les âges. Sa stratégie militaire, tout en étant remarquable, s'accompagne d'un drame humain dont les conséquences se font sentir jusqu'à nos jours. César, un militaire et politicien romain aux ambitions démesurées, voit dans la Gaule l'opportunité de renforcer sa position à Rome. En 58, avant je sais, il entame une série de campagnes militaires qui vont transformer non seulement le paysage géopolitique de la région, mais également son propre destin. Sa méthode est simple, mais efficace. Diviser pour mieux régner. En exploitant les rivalités entre les tribus gauloises, il parvient à affaiblir la résistance face à l'armée romaine, bien plus organisée et équipée. Les événements marquants de cette conquête débutent avec la bataille de Bibracte. Les Éduans, une tribu alliée de Rome, se retrouvent confrontés à Vercingétorix, le chef de la coalition gauloise. César, fort de ses légions aguerries, remporte la bataille, mais pas sans un coup. La victoire s'accompagne d'une méthode qui deviendra sa signature. Il ne se contente pas de vaincre, il inflige des peines exemplaires à ceux qui s'opposent à lui. Les prisonniers sont souvent réduits en esclavage, une pratique qui, loin d'être rare dans l'Antiquité, prend ici une tournure particulièrement brutale. César, fin tacticien, s'est également joué sur le terrain de la propagande. Son œuvre, Commentari de Bello Gallico, rédigée au fil de ses campagnes, présente les événements sous un jour favorable. Il n'hésite pas à embellir ses succès tout en dépeignant les Gaulois comme des sauvages, justifiant ainsi ses actions violentes. En effet, qui pourrait s'opposer à un conquérant qui se présente comme le civilisateur d'un peuple barbare? Sa plume, tout comme son épée, devient un instrument de domination. La campagne de 57 avant Jesse est marquée par la soumission des Belges, une confédération de tribus puissantes. César, toujours en quête d'un ennemi à abattre, réussit à unifier temporairement ces groupes disparates par la peur et la promesse de richesses romaines. La victoire à la bataille de la Sabis est retentissante. Elle démontre l'efficacité des légions romaines. Mais encore une fois, elle laisse derrière elle des villages ravagés et des populations décimées. Le prix de la conquête est élevé, mais pour César, les bénéfices politiques et militaires l'emportent sur les considérations morales. Les événements prennent une tournure dramatique avec l'émergence de Vercingétorix, un chef gaulois charismatique qui parvient à unir plusieurs tribus face à la menace romaine. En 52 avant Jesse, le siège d'Alésia devient le point culminant de la guerre des Gaules. César, qui a l'art de la stratégie, prépare son armée à défendre les murs de la ville contre les assauts gaulois. Mais Vercingétorix, conscient de l'importance de cette bataille, mobilise toutes les troupes disponibles pour tenter de briser le siège. Le siège d'Alésia est un chef-d'œuvre de stratégie militaire. César fait construire des fortifications autour de la ville pour empêcher les renforts de Vercingétorix d'atteindre leurs camarades assiégés. Il fait également ériger des murs de protection pour se prémunir contre les attaques gauloises. En fin de compte, malgré les efforts héroïques des Gaulois, la tactique de César s'avère efficace. Vercingétorix est contraint de se rendre et avec lui,
l'espoir d'une résistance unie contre Rome. Cette victoire ne se limite pas à un simple triomphe militaire. Elle marque la fin de l'indépendance gauloise et ouvre la voie à l'intégration de la Gaule dans l'Empire romain. César, en héros à Rome, est acclamé par la population et profite d'une immense popularité. Mais derrière cette façade triomphante, le coût humain de la conquête est incommensurable. Des milliers de Gaulois perdent la vie et ceux qui survivent doivent composer avec une nouvelle réalité dominée par des légions romaines. Les conséquences de cette conquête ne se limitent pas à l'éradication des cultures gauloises. Elles entraînent également des changements profonds dans la structure sociale et économique de la région. La romanisation, ce processus d'assimilation des peuples conquis à la culture romaine, s'installe peu à peu. Les villes gauloises, jadis autonomes, se transforment en cités romaines, avec leurs temples, forums et amphithéâtres, témoignant d'une culture qui s'impose lentement mais sûrement. Alors que César poursuit son ascension vers le pouvoir à Rome, la conquête de la Gaule laisse derrière elle un héritage complexe. Si certaines tribus parviennent à préserver une partie de leur culture, d'autres sont complètement absorbées par l'Empire. Le drame humain, souvent occulté dans les récits victorieux, s'inscrit dans une histoire de conquête, de résistance et de transformation. La Gaule, autrefois un territoire d'indépendance et de diversité, devient un maillon essentiel de l'Empire romain, une réalité qui façonnera le destin de l'Europe pendant des siècles à venir. Ainsi, la conquête de la Gaule par Jules César, bien orchestrée, s'avère être un drame à la fois militaire et humain, dont les échos résonnent encore dans notre compréhension des dynamiques de pouvoir. Dans cette danse tragique entre conquérants et conquis, il est parfois difficile de déterminer qui, finalement, est le véritable vainqueur. Les Romains et les Gaulois, un couple pour le moins singulier. Dans l'imaginaire collectif, ces deux peuples évoquent souvent des images de combats épiques, de batailles effrénées et de conquêtes sanglantes. Mais derrière cette façade guerrière se cache une relation bien plus nuancée, faite de méfiance, de fascination et, osons le dire, d'un brin d'ironie. À l'aube de la conquête romaine, la Gaule est un patchwork de tribus, chacune avec ses traditions, ses croyances et sa culture. Les Gaulois, ces guerriers réputés pour leur bravoure, sont loin d'être des sauvages. Ils disposent d'une organisation sociale complexe, d'un commerce florissant et d'un riche héritage artistique. Pourtant, les Romains, avec leur penchant pour l'ordre et la civilisation, voient en eux des barbares à soumettre. Ce premier regard, teinté de méfiance, n'est pas sans rappeler une rencontre entre voisins. L'un est un peu trop bruyant, l'autre un peu trop austère. Lorsqu'en 58 avant Jussé, Jules César lance ses légions à la conquête de la Gaule, il est loin de se douter qu'il va plonger dans une danse délicate où les pas de deux se transforment souvent en chacha chaotique. Les Gaulois, bien que divisés, s'unissent face à l'envahisseur. Cela donne lieu à des épisodes héroïques, comme la célèbre bataille de Gergovie, où Vercingétorix, le chef gaulois, inflige une défaite cuisante aux Romains. Mais ces victoires sont éphémères, et l'histoire, comme souvent, est écrite par les vainqueurs. César, dans son œuvre Commentaire sur la guerre des Gaules, ne manque pas de vanter ses exploits, tout en décrivant ses adversaires avec un mélange de dédain et d'admiration. Les Romains, fascinés par la culture gauloise, ne peuvent s'empêcher de la scruter, tout en la dénigrant. Ironiquement, ils admirent la bravoure des guerriers gaulois, tout en les considérant comme des rustres. Les Gaulois, eux, regardent avec curiosité ces Romains en toge, avec leur goût prononcé pour le vin et les banquets. Qui aurait cru que l'ennemi pouvait être à la fois un objet de méfiance et de fascination ? Cette dualité se retrouve dans les échanges culturels. Les Romains introduisent la monnaie, les routes et l'urbanisme, tandis que les Gaulois apportent leur savoir-faire artisanal et leurs croyances druidiques. La religion, justement, est un terrain fertile pour cette relation complexe. Les Romains, polythéistes convaincus, découvrent les cultes gaulois et leurs rites mystérieux. Les druides, figures charismatiques et énigmatiques, suscitent une curiosité mêlée de respect et d'inquiétude. Ce qui est fascinant, c'est que les Romains, tout en cherchant à dominer ces croyances, s'aperçoivent que la spiritualité est une force puissante. Les rites de fertilité,
les sacrifices, les fêtes, tout cela fait partie d'une culture que les Romains, malgré leurs efforts d'acculturation, ne parviennent pas à effacer. La résistance gauloise, symbolisée par des figures emblématiques comme Vercingétorix, ne doit pas occulter le fait que certains chefs gaulois, voyant l'inéluctabilité de la conquête, choisissent de collaborer avec les Romains. C'est un peu comme si, dans une pièce de théâtre, certains acteurs décidaient d'embrasser le rôle de l'ennemi pour bénéficier de la lumière des projecteurs. Ces alliances, souvent tactiques, ajoutent une couche supplémentaire à la complexité des relations entre les deux peuples. Les Romains, tout en qualifiant certains Gaulois de traîtres, ne peuvent s'empêcher d'admirer leur pragmatisme. Au fur et à mesure que la conquête avance, la méfiance cède peu à peu la place à une forme d'acculturation. Les Gaulois adoptent certaines pratiques romaines, non sans ironie. Ils commencent à construire des villas, à utiliser des outils romains et même à s'habiller à la romaine. On pourrait dire qu'ils sont devenus des Gaulois en toge, un mélange presque cocasse d'identité. Les Romains, de leur côté, réalisent qu'ils doivent composer avec cette culture gauloise qui refuse de disparaître. La Gaule devient un laboratoire d'hybridation culturelle, où la cuisine, la langue et même les coutumes se mêlent. Les cités gauloises, sous l'influence romaine, se transforment en pôles de commerce et de culture. Les aqueducs, les amphithéâtres et les forums s'érigent à travers le territoire, témoignant d'une certaine fascination romaine pour le progrès et la civilisation. Mais cette fascination n'est pas désintéressée. Les Romains voient dans la romanisation un moyen de contrôler et de pacifier ces territoires qu'ils considèrent comme indomptables. Ainsi, la conquête s'accompagne de l'imposition de la langue latine et des lois romaines, dans une tentative d'unifier ces terres au sein de l'Empire. Il est intéressant de noter que cette romanisation ne se fait pas sans résistance. Les Gaulois, tout en adoptant certains aspects de la culture romaine, gardent une part de leur identité. Les vestiges archéologiques montrent que les traditions gauloises persistent, même sous le joug romain. Les festivals, les rites et les croyances continuent à vivre comme un souffle de résistance au milieu de la domination. Ainsi, la relation entre les Romains et les Gaulois se dessine comme un tableau complexe, où la méfiance et la fascination s'entrelacent. Une danse où chacun cherche à dominer l'autre, tout en reconnaissant l'influence et la richesse de la culture adverse. La Gaule, à travers ce prisme, devient un véritable creuset, où se mélange l'audace des conquérants et la résilience des conquis. Une ironie du sort qui transforme les ennemis d'hier en complices d'une nouvelle identité, façonnée par la rencontre de deux mondes. Une histoire qui se poursuit, bien après la fin des batailles, dans l'empreinte laissée par ces échanges sur la culture européenne. Sous l'occupation romaine, la vie quotidienne des Gaulois se transforma profondément, tout en conservant des éléments de leurs traditions ancestrales. Ce mélange d'influences romaines et gauloises se reflète notamment dans les habitudes alimentaires, les vêtements et les traditions, offrant un tableau fascinant de la résistance et de l'adaptation. Commençons par l'alimentation. Les Gaulois, bien que sous le joug romain, restèrent très attachés à leurs terres et à leurs produits locaux. Ils cultivaient des céréales telles que le blé, l'orge et le seigle, qui constituaient la base de leur alimentation. Les Romains, eux, apportèrent de nouvelles techniques agricoles et des cultures exotiques, comme le vin et l'olive, qui commencèrent peu à peu à s'intégrer dans les régimes alimentaires gaulois. Ah, le vin! Un produit que les Gaulois avaient déjà commencé à apprécier avant l'arrivée des Romains, mais qui devint véritablement populaire grâce à la propagation des vignobles dans la région. Les repas étaient souvent simples, mais ils reflétaient une grande variété. Les Gaulois appréciaient les viandes, qu'il s'agisse de gibier, de porc ou de volaille, souvent rôtis ou bouillis. Ils consommaient également des légumes, comme des lentilles, des pois et des choux, et n'oublions pas les fruits, tels que les pommes et les poires, qui ornaient parfois leur table. Les Romains, quant à eux, avaient un penchant pour les plats plus élaborés, et il n'était pas rare que les élites gauloises adoptent ces nouvelles recettes, intégrant des épices et des assaisonnements venant des quatre coins de l'Empire. Cette hybridation culinaire
marquait une certaine souplesse de la part des Gaulois, qui savaient tirer parti des richesses de leur occupante. Quant aux vêtements, la situation était tout aussi intrigante. Les Gaulois avaient déjà une tradition vestimentaire bien établie avant l'arrivée des Romains, avec des tissus en laine ou en lin, souvent teints de couleurs vives. Les hommes portaient des tuniques, complétées par des pantalons pour les plus aventuriers, tandis que les femmes s'habillaient de robes longues, souvent agrémentées de broderies. Cependant, avec l'occupation romaine, une vague de mode romaine déferla sur la Gaule. Les toges et les tuniques romaines gagnèrent en popularité, notamment parmi les classes supérieures gauloises désireuses de s'affirmer au sein de la société romaine. Les artisans gaulois, habiles de leurs mains, se mirent à reproduire les styles romains tout en ajoutant une touche locale, créant ainsi des vêtements qui mêlaient les influences des deux cultures. Les accessoires jouaient également un rôle essentiel. Les Gaulois, connus pour leur goût esthétique, arboraient des bijoux en or, en argent et en bronze, souvent ornés de motifs celtiques. Les Romains, avec leur penchant pour l'exubérance, influencèrent les styles et les matériaux, et il n'était pas rare de croiser des Gaulois parés de bijoux romains, témoignant d'une certaine volonté de se conformer aux standards de beauté imposés par leurs conquérants. Les traditions, quant à elles, offrirent un terrain de résistance et d'adaptation. Les Gaulois, tout en intégrant certaines pratiques romaines, continuèrent de célébrer leurs fêtes et rituels ancestraux. Leur culte, centré sur la nature et les divinités celtiques, perdurèrent, bien que certains dieux romains trouvèrent leur place dans le panthéon local. Les Gaulois avaient une relation étroite avec la terre, et cela se traduisait par des rituels agricoles et des célébrations marquant les saisons. La fête du solstice d'été, par exemple, continuait d'être célébrée avec faste, mêlant feu de joie et offrande aux dieux, une belle illustration de la manière dont la culture gauloise s'accrochait à ses racines, tout en se frottant aux influences romaines. Les cérémonies funéraires, quant à elles, véhiculèrent un mélange fascinant de traditions. Les Gaulois étaient connus pour leur croyance en l'immortalité de l'âme et leur respect des ancêtres. Ainsi, les sépultures étaient souvent ornées d'objets personnels, de bijoux et de nourriture, destinés à accompagner les défunts vers l'au-delà. Avec l'arrivée des Romains, certaines pratiques évoluèrent, mais le respect des ancêtres demeura une valeur fondamentale. Les tombes se mirent à refléter un mélange de styles, avec des éléments gaulois traditionnels côtoyant des influences romaines. Il est intéressant de noter que cette période d'occupation romaine ne fut pas seulement un temps de soumission, mais aussi de créativité et d'innovation. Les Gaulois, loin de se contenter d'une simple imitation de la culture romaine, surent s'en emparer et la réinterpréter à leur manière. Cette capacité d'adaptation et de mélange des cultures témoigne d'une résilience remarquable, une qualité qui a permis à la culture gauloise de perdurer, même au cœur d'un empire aussi vaste et puissant que Rome. Ainsi, la vie quotidienne des Gaulois sous l'occupation romaine se caractérise par une riche mosaïque d'influences, où l'ancien et le nouveau cohabitent. Les habitudes alimentaires, les modes vestimentaires et les traditions préservent une identité gauloise tout en intégrant des éléments romains, témoignant d'une époque où la résistance et l'ouverture d'esprit se mêlaient dans un quotidien vibrant. Les Gaulois, avec leur sens de la fête, leur goût pour l'esthétique et leur respect des ancêtres, continuèrent d'écrire leur histoire, tissant un récit où chaque jour était une nouvelle page, à la fois gauloise et romaine. L'agriculture en Gaule romaine, un art de la survie. Lorsque les Romains ont conquis la Gaule, ils n'ont pas seulement apporté leurs armées et leur architecture impressionnante, mais également une série de techniques agricoles qui allaient transformer la manière dont les Gaulois cultivaient leurs terres. En effet, l'agriculture était au cœur de la vie quotidienne et de l'économie gauloise, bien avant l'arrivée des légions. Les Gaulois, déjà expérimentés en matière de culture et d'élevage, allaient voir leur savoir-faire enrichi par les innovations romaines. Dès le début de leur installation en Gaule, les Romains ont introduit des méthodes de culture qui s'éloignaient des pratiques traditionnelles gauloises. Parmi elles,
la rotation des cultures était sans doute l'une des plus marquantes. Alors que les Gaulois avaient tendance à cultiver la même parcelle année après année, les Romains ont enseigné l'importance de varier les cultures pour préserver la fertilité du sol. Cette méthode, qui consistait à alterner les cultures de céréales, de légumineuses et de jachères, permettait non seulement d'optimiser les rendements, mais aussi de réduire l'épuisement des terres. Les Romains ont également introduit de nouvelles cultures, dont certaines ont rapidement trouvé leur place dans le paysage agricole gaulois. Le blé, déjà cultivé par les Gaulois, a vu sa production augmenter grâce aux variétés romaines, plus résistantes et plus productives. En outre, la vigne, bien que connue des Gaulois, a bénéficié des techniques viticoles romaines, entraînant une explosion de la production de vin. Ce dernier, au-delà de son rôle économique, a également eu un impact social significatif, devenant un symbole de convivialité et de raffinement. En matière d'élevage, les Romains ont apporté des avancées notables. Ils ont introduit des races de bétail plus productives, notamment des moutons et des porcs, qui ont permis d'améliorer la qualité de la viande et la production de laine. Les techniques de pâturage ont également évolué, avec une gestion plus rationnelle des troupeaux. Les Gaulois, qui avaient souvent une approche plus traditionnelle de l'élevage, ont pu voir leurs pratiques améliorées, ce qui a favorisé une plus grande résilience de leurs exploitations face aux aléas climatiques. La mécanisation de l'agriculture, bien que rudimentaire à l'époque, a également fait son apparition. Les Romains ont popularisé l'utilisation de charrues en fer, bien plus efficaces que les outils en bois utilisés par les Gaulois. Cela a permis de travailler des sols plus durs et d'augmenter la superficie cultivée. Les techniques de labour romaines ont favorisé un travail du sol plus profond, ce qui a conduit à une meilleure aération des terres et une amélioration de leur fertilité. Cependant, ces transformations ne se sont pas faites sans résistance. Les Gaulois, fiers de leur tradition, ont parfois accueilli ces nouveautés avec scepticisme. Ils ont dû jongler entre modernisation et respect de leurs pratiques ancestrales. Certains agriculteurs ont adopté les techniques romaines avec enthousiasme, tandis que d'autres sont restés attachés à leurs méthodes traditionnelles, créant ainsi un patchwork agricole unique qui témoignait de la rencontre des deux cultures. La romanisation de l'agriculture a également eu un impact sur la structure sociale des communautés gauloises. L'augmentation des rendements a permis à certaines exploitations de prospérer, entraînant une concentration des richesses. Les propriétaires terriens, souvent issus de l'élite romaine ou de la noblesse gauloise, ont pu accumuler des ressources considérables, tandis que les petits paysans se sont retrouvés à lutter pour leur survie. Ce phénomène a contribué à creuser les inégalités et à modifier les relations de pouvoir au sein des sociétés gauloises. L'importation de techniques romaines a également favorisé l'émergence de nouveaux marchés. Avec l'augmentation de la production, les Gaulois ont dû s'adapter aux exigences du commerce romain. Ils ont ainsi commencé à produire en fonction des besoins des villes et des armées romaines, ce qui a modifié leur mode de vie. Les produits agricoles ont commencé à circuler de manière plus intensive, et des foires agricoles ont vu le jour, favorisant les échanges entre les différentes régions de la Gaule. Il serait réducteur de penser que l'agriculture romaine ne fut qu'une simple imposition des techniques de Rome sur les Gaulois. Au fil du temps, un véritable dialogue s'est installé entre ces deux cultures. Les Gaulois ont su adapter les innovations romaines à leurs propres besoins et particularités locales. De cette interaction est née une agriculture hybride qui a su tirer le meilleur des deux mondes. Ce métissage a permis à la Gaule de développer des pratiques agricoles à la fois novatrices et respectueuses de ses traditions. À l'aube du siècle, alors que l'Empire romain commence à vaciller, les techniques agricoles introduites par les Romains ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage rural gaulois. Les structures de l'agriculture gauloise ont évolué, s'adaptant aux défis de l'époque, tout en préservant un héritage culturel et agronomique riche. La survie des Gaulois dans ce monde en mutation ne reposait pas seulement sur leur capacité guerrière, mais également sur leur aptitude à intégrer et à valoriser les apports extérieurs. Ainsi,
L'agriculture en Gaule romaine se révèle être bien plus qu'une simple question de culture et de rendement. Elle est le reflet des interactions humaines, des luttes pour la survie et des adaptations nécessaires à un monde en constante évolution. Dans ce contexte, la terre, nourricière et témoin des changements, est devenue le véritable théâtre d'une résistance silencieuse, mais ô combien efficace, permettant aux Gaulois de naviguer entre tradition et modernité. Dans le vaste paysage de la Gaule romaine, un phénomène fascinant s'est opéré. Un syncrétisme religieux qui, à première vue, pourrait sembler aussi improbable qu'une baguette sur un plateau de sushi. Les Gaulois, avec leurs dieux fougueux et leurs rites colorés, se retrouvaient à cohabiter avec un panthéon romain bien plus policé, mais non moins captivant. Cette rencontre entre les croyances locales et les traditions romaines ne s'est pas faite sans heurts, mais elle a donné naissance à un mélange riche, souvent inattendu. Au cœur de cette interaction, les druides, ces prêtres gaulois à la fois sages et mystérieux, ont joué un rôle central. Ils étaient les gardiens de la tradition, des intermédiaires entre les dieux et les hommes, et leurs rituels empreints de nature et de mystère ont longtemps fasciné les Romains. Pourtant, l'arrivée des légions romaines a modifié le paysage spirituel de la Gaule. Les conquérants, bien que pragmatiques, n'étaient pas indifférents aux croyances des peuples conquis. Ils ont rapidement compris que pour maintenir la paix et l'ordre dans cette vaste province, il leur fallait composer avec les traditions locales. Les Romains, en véritables diplomates, ont commencé à intégrer les dieux gaulois dans leur propre panthéon. Des statues de Taranis, le dieu du tonnerre gaulois, ont trouvé leur place aux côtés de Jupiter, tandis que Belenus, le dieu du soleil, a été assimilé à Apollon. Ce dernier, pourtant bien loin des druides et de leurs rituels, est devenu une figure de proue pour les Gaulois, comme un soleil réchauffant les cœurs et unissant les esprits. On peut presque imaginer les Gaulois regardant les Romains avec un mélange d'amusement et de perplexité, se demandant si ces derniers prenaient vraiment la mesure de ces divinités, qui, pour eux, étaient bien plus que de simples figures de pierre. Dans ce contexte, le culte des ancêtres a également joué un rôle prépondérant. Les Gaulois, profondément attachés à leurs racines, voyaient en l'hommage à leurs ancêtres un acte sacré. Les Romains, tout en ayant leur propre tradition, ont trouvé une certaine beauté dans cette pratique. Ils ont donc encouragé le culte des ancêtres, tout en apportant leur propre rite funéraire. Le résultat, une sorte de pot-pourri où les urnes funéraires romaines côtoyaient les tumulus gaulois, créant un dialogue silencieux entre les générations passées. Il est intéressant de noter que les Romains, bien que souvent perçus comme des conquérants implacables, étaient également des adeptes de la superstition. Leurs rituels et leurs croyances étaient souvent teintés de magie, et ils n'hésitaient pas à consulter les augures avant de prendre des décisions importantes. Ainsi, lorsque les Gaulois, avec leurs pratiques rituelles empreintes de mystère, ont mêlé leurs croyances aux superstitions romaines, un véritable bouillon de culture s'est formé. On peut presque imaginer un druide gaulois, un peu amusé, se grattant la tête devant un Romain tentant de tirer des présages d'un vol d'oiseaux. Les temples, qui ont fleuri dans toute la Gaule, sont le reflet de cette fusion. Des édifices majestueux, dédiés à des dieux gaulois, mais construits selon les normes romaines, se sont élevés dans le paysage. Ces temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais également des centres communautaires où les gens se retrouvaient pour célébrer, échanger et dialoguer. On pouvait y croiser des Gaulois en train d'offrir des sacrifices à leurs divinités, tandis que des Romains, peut-être un peu sceptiques, observaient la scène avec un mélange d'intérêt et de curiosité. Qui aurait cru que sous l'Empire romain, la spiritualité gauloise se mêlerait si harmonieusement à celle des conquérants? Avec le temps, certaines pratiques gauloises ont été progressivement effacées, mais d'autres ont survécu, se transformant et s'adaptant aux nouvelles réalités. Par exemple, les fêtes agricoles, initialement liées au cycle de la nature et aux divinités gauloises, ont été intégrées dans le calendrier romain, perdurant sous d'autres formes tout en conservant leur essence. Les Gaulois, dans un élan de créativité,
ont su transformer leurs traditions pour les rendre compatibles avec le nouvel ordre romain, tout en gardant un soupçon de leur identité d'origine. Les inscriptions retrouvées sur des pierres et des monuments témoignent de cette incroyable hybridation. On y voit des dédicaces mêlant des noms gaulois et romains, des prières adressées simultanément à des dieux des deux traditions, et même des symboles qui, sous un certain angle, pourraient faire sourire les archéologues. Qui aurait cru qu'un jour, un dieu gaulois se retrouverait en tête d'affiche, aux côtés d'un empereur romain? En fin de compte, cette interaction entre les croyances gauloises et romaines n'a pas seulement été un phénomène religieux, elle a été un véritable reflet de la dynamique sociale et culturelle de l'époque, une danse délicate entre tradition et innovation. Les Gaulois, tout en préservant une partie de leur identité, ont su embrasser des éléments romains, créant ainsi une mosaïque spirituelle d'une richesse inouïe. Un syncrétisme inattendu, où chaque dieu, chaque rituel, chaque prière sont devenus des points de rencontre entre deux mondes. Ainsi, la Gaule romaine, loin d'être un champ de bataille pour des croyances rivales, s'est transformée en un véritable creuset de spiritualité. Et même si les rituels des druides ont disparu, l'esprit de cette époque, avec ses croyances entrelacées telles les fils d'une tapisserie, continue de vivre à travers les vestiges et les récits que nous avons aujourd'hui. Un mélange de foi, de curiosité et qui sait, d'une pointe d'ironie face à la complexité de la condition humaine. La Gaule romaine, un territoire vaste et diversifié, fut le théâtre d'échanges commerciaux aussi riches que tumultueux. En unissant sous l'aile de Rome des peuples aux cultures variées, les Romains ont non seulement apporté l'ordre, mais également une dynamique commerciale qui allait transformer le paysage économique de la région. Ici, les routes ne sont pas seulement des voies de communication, mais aussi des artères vitales du commerce, reliant des marchés locaux à des marchés globaux. Imaginons ces routes, serpentant à travers les forêts denses et les vallées verdoyantes. Sur le pavé de ces chemins, les marchands s'affairent, chargés de denrées précieuses, du vin de Bordeaux, des textiles de Lyon et même des épices importées d'Orient. La célèbre Via Agrippa, par exemple, connectait les principales cités gauloises à Rome, facilitant ainsi le mouvement des marchandises et des idées. Ces routes, bien que construites pour le déplacement des troupes, sont devenues des corridors de commerce. Cependant, cette prospérité ne va pas sans heurts. Les interactions économiques entre les différentes tribus gauloises et l'Empire romain sont souvent marquées par des conflits, notamment lors des tentatives de domination romaine. Les Gaulois, désireux de préserver leur indépendance, se montrent parfois réticents à se plier aux normes commerciales imposées par les Romains. Les insurrections, comme celle de Vercingétorix, témoignent de cette résistance. Les échanges se transforment alors en pillages et les routes deviennent le théâtre de combats acharnés entre soldats romains et guerriers gaulois. Attention, les Gaulois ne sont pas uniquement des victimes dans cette histoire. Ils s'adaptent et s'intègrent au système romain, profitant des nouvelles opportunités offertes par le commerce. Les artisans gaulois commencent à produire des objets de luxe pour répondre à la demande romaine, notamment des bijoux en or et en argent. Les produits locaux, tels que le fromage et le miel, trouvent leur place sur les tables des riches patriciens de Rome, témoignant d'un échange culturel et économique qui va bien au-delà des simples transactions. Le marché de Lutèce, l'actuel Paris, est un exemple parfait de ce mélange. Située à la croisée de plusieurs routes commerciales, cette ville devient un pôle d'attraction pour les marchands de toute la Gaule. Les denrées qui y transitent ne se limitent pas aux produits alimentaires. On y échange également des textiles, des outils et même des esclaves. Un commerce qui, bien qu'immoral à nos yeux modernes, était monnaie courante à l'époque. Les luttes de pouvoir entre les différentes factions gauloises se traduisent souvent par des rivalités commerciales, où l'esprit de compétition peut rapidement tourner à la violence. Parlons également des ports fluviaux, comme celui de Bordeaux, qui joue un rôle primordial dans les échanges avec les régions méditerranéennes. Ces ports sont non seulement des points d'embarquement pour les marchandises, mais aussi des lieux de rencontres culturelles.
Les bateaux chargés de vin, d'huile d'olive et de céramique romaine déferlent sur les rives gauloises, apportant avec eux des idées, des modes de vie et un goût pour le raffinement. Les Gaulois, en retour, exportent leur vin, qui devient très prisé à Rome, reflétant ainsi un équilibre fragile entre domination et collaboration. Les taxes imposées par Rome sur le commerce ne sont pas sans conséquences. Bien que ces impôts aient permis le financement des infrastructures et l'entretien des routes, ils ont également suscité le mécontentement parmi les commerçants gaulois qui se sentent étranglés par ce système. Les révoltes fiscales deviennent alors une réalité, et des figures comme le chef gaulois Arminius voient dans l'oppression romaine une occasion de se soulever. Les routes, jadis parcourues par des marchands en quête de profit, se transforment en champs de bataille, montrant que le commerce, loin de garantir la paix, peut également être à l'origine de conflits violents. En outre, la corruption au sein des autorités romaines n'arrange rien. Les gouverneurs, parfois plus préoccupés par leur enrichissement personnel que par le bien-être des Gaulois, exploitent le commerce à leur avantage. Les pratiques frauduleuses, telles que le détournement des marchandises ou l'imposition de taxes exorbitantes, aggravent les tensions. Les marchands gaulois, face à cette situation, doivent naviguer avec prudence, jonglant entre la nécessité de faire des affaires et celle de défendre leurs droits. La fin de la période romaine en Gaule ne met pas un terme au commerce, bien au contraire. Les relations commerciales, bien que perturbées, continuent d'évoluer. Les routes, autrefois artères de l'Empire, deviennent des sentiers de survie pour les populations locales. Les échanges se poursuivent, mais sous d'autres formes, souvent plus informelles, parfois clandestines. À travers cette transformation, les Gaulois démontrent leur résilience et leur capacité à s'adapter à un monde en constante mutation. Ainsi, le commerce en Gaule romaine, loin d'être un simple échange de produits, est un reflet de la complexité des interactions humaines. Entre prospérité et pillage, entre collaboration et conflit, il illustre les défis d'un territoire en proie à des bouleversements politiques et économiques. Les routes qui sillonnaient la Gaule racontent non seulement l'histoire des marchandises, mais aussi celle des hommes et des femmes qui, au gré des opportunités et des adversités, ont su s'accrocher à leur identité tout en s'ouvrant à un monde nouveau. Les Romains, avec leur célèbre sens de l'organisation et leur penchant pour l'architecture, ont profondément transformé le paysage gaulois à travers des infrastructures qui ont marqué l'histoire. Les routes, aqueducs et villes romaines ne sont pas seulement des témoignages de leur ingéniosité, mais aussi des éléments constitutifs d'un héritage ambivalent. Une patine de grandeur, mais parfois teintée d'un brin de désillusion. Commençons par les routes. Ces fameuses voies romaines, qui, comme des serpents de pierre, s'étendaient à travers la Gaule, reliant les villes, les camps militaires et les provinces. La plus célèbre d'entre elles, la Via Agrippa, était plus qu'un simple chemin. C'était un véritable réseau de communication. Les Romains avaient compris que le commerce, la défense et même la propagation de leur culture dépendaient d'un bon système de transport. Les Gaulois, qui avaient l'habitude de se déplacer à pied ou sur des chemins rudimentaires, ont dû voir ces routes pavées comme une sorte de miracle. Imaginez donc les marchands gaulois, d'abord méfiants, puis fascinés, empruntant ces voies bien construites pour échanger des marchandises. Cependant, cette modernisation a également eu son lot d'effets secondaires. En reliant les régions, les Romains facilitaient, sans le vouloir, la circulation des armées, des révoltes et des idées, parfois pas toujours en faveur du bien-être gaulois. Une sorte d'effet boomerang, n'est-ce pas? Ces routes, qui devaient apporter prospérité, pouvaient aussi être le chemin de l'invasion. Les Gaulois qui pensaient enfin pouvoir profiter d'un monde plus connecté se retrouvaient parfois sur le chemin de la conquête romaine. Les aqueducs, ces merveilles d'ingénierie, apportaient l'eau potable dans les villes, une denrée précieuse qui manquait cruellement aux Gaulois. Les Romains, en véritables architectes de la vie quotidienne, ont su développer des systèmes de canalisation qui faisaient rêver même les plus grands ingénieurs d'aujourd'hui. L'aqueduc de Nîmes, avec son célèbre pont du Garde, reste un exemple éclatant de cette prouesse technique. Imaginez les Gaulois,
émerveillés devant ces arches majestueuses, se demandant si les dieux eux-mêmes n'étaient pas à l'œuvre. Mais derrière cet exploit se cachait une réalité plus complexe. La construction de ces aqueducs nécessitait une main-d'œuvre considérable, souvent composée de travailleurs gaulois, parfois réquisitionnés de force. Une ironie du sort, ceux qui bénéficiaient des bienfaits de l'eau étaient parfois ceux-là même qui avaient payé le prix de leur construction. Difficile de boire à la source sans se rappeler qu'elle a été creusée dans le dur labeur, n'est-ce pas? Les villes romaines, comme Lyon, Paris ou Arles, ont vu le jour où se sont développées sous l'influence romaine. Avec leurs forums, thermes et temples, elles ont apporté une vie urbaine dynamique où le commerce et la culture s'épanouissaient. Les Gaulois, qui vivaient souvent dans des villages dispersés, ont dû apprécier cette nouvelle façon de vivre. Imaginez les échanges animés sur les places publiques, les arts florissants, la cuisine raffinée. Mais là encore, la réalité était plus nuancée. Les Romains apportaient avec eux leur culture et leur mode de vie, souvent au détriment des traditions gauloises. Les vieilles croyances, les pratiques ancestrales étaient peu à peu remplacées par le panthéon romain, les rites et les festivités latines. Un petit goût amer pour ceux qui voyaient leurs racines s'éroder. Les infrastructures romaines ont également introduit un système de gouvernance centralisé. Les routes facilitant les déplacements des légionnaires et des administrateurs permettaient un contrôle de plus en plus serré sur les territoires conquis. Une pratique qui, certes, permettait de maintenir l'ordre, mais qui a aussi suscité des tensions. Les Gaulois, initialement fascinés par les avancées romaines, ont rapidement compris qu'ils étaient, en quelque sorte, des sujets d'un empire lointain. La révolte de Vercingétorix en est le triste reflet, un soulèvement contre l'influence romaine qui ne faisait que grandir, comme une ombre sur le paysage lumineux des infrastructures. Malgré tout, il est indéniable que cet héritage romain a façonné la France moderne. Les routes que nous empruntons aujourd'hui, les aqueducs que nous admirons encore, sont les vestiges d'une époque où le génie romain a laissé une empreinte indélébile. Les vestiges de ces infrastructures, loin d'être de simples témoins du passé, sont des rappels vivants de cette dualité. Une modernisation qui a apporté à la fois des avantages indéniables et des conséquences parfois douloureuses. En définitive, les infrastructures romaines en Gaule sont un héritage ambivalent. Elles témoignent d'une époque où le progrès et la domination s'entremêlent, où la beauté et la brutalité cohabitent. Les routes, aqueducs et villes ont transformé le paysage gaulois, mais à quel prix? Un prix que les Gaulois ont payé de leur culture, de leur tradition et parfois de leur liberté. Un héritage qui, aujourd'hui encore, nourrit nos réflexions sur le passé et sur la manière dont les civilisations se construisent, se transforment et finalement laissent leur empreinte. Dans l'ombre des majestueuses légions romaines, la Gaule a connu des soubresauts de résistance qui ont profondément marqué son histoire. Les révoltes gauloises, loin d'être de simples coups d'éclat, ont révélé une détermination farouche et une volonté de préserver une identité culturelle face à l'envahisseur. Parmi ces révoltes emblématiques, celle de Vercingétorix, un nom qui résonne encore à travers les âges, se distingue par son ampleur et son impact. Vercingétorix, chef de la tribu des Arvernes, n'était pas seulement un homme de guerre, mais aussi un symbole d'unité gauloise. En 52 avant notre ère, alors que Jules César consolidait son emprise sur la Gaule, Vercingétorix a su rassembler diverses tribus, souvent en conflit entre elles, autour d'une cause commune, la résistance à l'oppression romaine. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme parvient à unir des adversaires d'antan. Mais il faut croire que la menace romaine avait réussi à faire tomber quelques rancunes. La révolte de Vercingétorix a débuté par des tactiques de guérilla astucieuses. Plutôt que d'affronter les légions romaines de front, il a choisi de frapper là où cela faisait mal, en harcelant les lignes de ravitaillement et en coupant l'accès aux ressources stratégiques. Un peu comme un chat qui joue avec une souris, n'est-ce pas? Ce n'est pas la force brute qui a guidé ses actions, mais une intelligence tactique qui a pris les Romains au dépourvu. Ce faisant, il a non seulement affaibli l'armée romaine, mais aussi renforcé le moral de ses compatriotes gaulois. Cependant,
la résistance de Vercingétorix ne s'est pas limitée à des escarmouches. La bataille d'Alésia, qui a eu lieu en septembre de la même année, est devenue le théâtre d'un affrontement légendaire. Les Gaulois, retranchés dans la forteresse d'Alésia, ont tenu tête aux forces romaines, qui se sont retrouvées face à un adversaire déterminé. Malgré les efforts de Vercingétorix pour mobiliser des renforts, la bataille s'est soldée par une défaite écrasante. Les Romains, sous le commandement de César, ont fait preuve d'une ingéniosité militaire remarquable, construisant des lignes de siège pour bloquer les assauts extérieurs et une fortification pour empêcher toute fuite. La défaite de Vercingétorix à Alésia a été un tournant décisif. Capturé, il a été emmené à Rome, où il a connu un sort tragique. Son exécution, après plusieurs années d'emprisonnement, a été une manière pour César de démontrer la puissance de Rome et de dissuader d'autres révoltes. Mais dans cette implacable défaite, Vercingétorix est devenu un héros. Les récits de sa bravoure et de son sacrifice ont traversé les siècles, inspirant des générations à revendiquer leur liberté. Mais qu'est-ce que cela a changé pour les Gaulois, me direz-vous? Eh bien, la révolte de Vercingétorix et d'autres soulèvements ont laissé une empreinte indélébile sur la société gauloise. Les révoltes ont non seulement servi à exacerber le sentiment national, mais elles ont également montré aux Romains que la conquête de la Gaule ne serait pas une promenade de santé. Les Gaulois ont appris à s'organiser, à se battre ensemble et à développer des stratégies de résistance. Même si la révolte a finalement échoué, elle a jeté les bases d'un sentiment d'identité collective qui perdurera malgré l'occupation. Il ne faut pas oublier d'autres révoltes moins connues, mais tout aussi significatives. La révolte de 21 avant notre ère, menée par les Éduans, a également été un moment fort de contestation. Ces tribus, qui avaient initialement collaboré avec Rome, se sont rebellées contre l'imposition de taxes exorbitantes et la perte de leurs droits. Leur lutte, bien que moins médiatisée, a contribué à faire évoluer la perception romaine des Gaulois. Les Romains ont commencé à comprendre qu'ils ne pouvaient pas simplement administrer la Gaule comme une province conquise, mais qu'ils devaient composer avec ses habitants. À travers ces révoltes, la société gauloise a également commencé à évoluer. Les chefs tribaux, au-delà de leur rôle guerrier, ont commencé à se voir confier des responsabilités politiques. Les structures de pouvoir se sont redéfinies et des alliances stratégiques ont vu le jour, parfois même avec Rome, en fonction des intérêts de chaque tribu. Les Gaulois ont appris à naviguer dans cette complexité politique, ce qui a donné lieu à une dynamique fascinante entre collaboration et résistance. Les révoltes gauloises ont aussi eu un impact culturel. Les récits de bravoure, de trahison et de sacrifice ont inspiré des bardes et des poètes qui ont transmis ces histoires au fil des générations. À une époque où l'écrit était encore balbutiant, la tradition orale a joué un rôle fondamental dans la préservation de l'identité gauloise. Ces histoires, bien que teintées de mythologie, ont contribué à forger un imaginaire collectif et à maintenir vivante la mémoire des luttes. Bien que la Gaule ait fini par tomber sous le joug romain, les échos des révoltes ont perduré. Elles ont semé les graines d'un nationalisme qui, des siècles plus tard, refleurira à des moments cruciaux de l'histoire de France. Les révoltes gauloises, par leur caractère emblématique et leur portée symbolique, ont prouvé que la résistance, même face à l'adversité, est une force vitale qui peut transcender les âges. Ainsi, la résistance gauloise, loin d'être une simple page de l'histoire, est devenue une légende vivante, un appel à la lutte pour la liberté et l'identité. Dans ce combat, Vercingétorix et ses compagnons sont devenus des figures emblématiques, des icônes de courage, dont le souvenir persiste dans l'âme des peuples désireux de défendre leur dignité. La Gaule romaine, un territoire où se mêlent les traditions gauloises et l'influence romaine, est un fascinant terrain d'étude. Alors que Rome étendait son empire, les Gaulois, bien que soumis à une domination étrangère, ne se sont pas éteints. Au contraire, ils ont su s'adapter tout en préservant les éléments essentiels de leur culture. La première chose à noter est que la romanisation n'a pas été un processus unidirectionnel. Les Romains, en installant leur administration et leurs coutumes sur le sol gaulois, ont rencontré une culture riche,
avec ses propres croyances, traditions et pratiques. Les Gaulois n'ont pas été des récepteurs passifs de la culture romaine. Ils ont interagi, échangé et, dans une certaine mesure, ont intégré ces nouvelles influences tout en restant fidèles à leur héritage. Prenons par exemple la religion. Les Gaulois avaient un panthéon riche et varié, avec des divinités souvent liées à la nature et au cycle de la vie. À l'arrivée des Romains, certains dieux gaulois ont trouvé des équivalents dans la mythologie romaine. Ainsi, le dieu gaulois Toutatis a été assimilé à Mars, le dieu romain de la guerre. Cependant, cette adaptation ne signifie pas que les Gaulois ont abandonné leurs propres croyances. Au contraire, ils ont souvent continué à vénérer leur divinité, tout en intégrant des pratiques romaines. Des sanctuaires ont vu le jour où les deux religions cohabitaient, témoignant d'un syncrétisme religieux étonnant. Dans le domaine de l'art et de l'architecture, la romanisation a également laissé son empreinte, mais pas sans une touche gauloise. Les Gaulois ont commencé à construire des villas romaines, mais souvent avec des éléments de leur propre style. Les mosaïques, typiques de l'art romain, ont été adoptées par certains artisans gaulois, qui ont ajouté des motifs et des symboles gaulois à leur création. Les grandes sculptures de pierre de l'époque romaine ont été influencées par la tradition gauloise, ce qui a donné naissance à un style unique. Les galeries de sculptures trouvées dans des sites comme Autun montrent clairement cette fusion des styles. L'impact de la romanisation sur la langue est également un aspect crucial. Le latin, langue des conquérants, a commencé à s'imposer dans les échanges commerciaux, l'administration et la vie quotidienne. Pourtant, le gaulois n'a pas disparu pour autant. Les Gaulois ont continué à parler leur langue tout en intégrant des mots latins, créant ainsi un véritable créole linguistique. Des mots tels que vigne ou chêne ont leurs racines dans le gaulois et ont survécu dans le français moderne. Il est fascinant de constater que même si le latin est devenu la langue dominante, les Gaulois ont su préserver des éléments de leur langue dans le quotidien. Le commerce est un autre domaine où l'interaction entre les cultures gauloises et romaines s'est intensifiée. Les Gaulois, habiles commerçants, ont commencé à échanger leurs produits locaux, tels que le vin et le fer, contre des biens romains. Ce commerce a favorisé une certaine romanisation des modes de vie, mais les Gaulois ont su conserver leur savoir-faire traditionnel. Les artisans gaulois ont continué à produire des objets en bronze et en fer, tout en intégrant des techniques romaines. Ainsi, la poterie gauloise, connue pour sa qualité, a évolué grâce à l'influence romaine, mais elle est restée distincte par ses formes et ses motifs. Les Gaulois, par leur esprit d'adaptation, ont également su préserver leurs traditions festives. Les fêtes agricoles, célébrant les récoltes et les saisons, ont été maintenues malgré l'influence romaine. Les Romains, eux-mêmes friands de festivités, ont souvent intégré ces célébrations dans leur propre calendrier, créant ainsi un mélange de traditions qui a enrichi la culture locale. Les jeux, les banquets et les cérémonies religieuses ont continué à jouer un rôle central dans la vie communautaire, témoignant d'un désir de maintenir l'essence gauloise face à la romanisation. Il est essentiel de noter que cette romanisation n'a pas été uniforme. Certaines régions, comme celles proches des grands axes de communication romains, ont été romanisées plus rapidement que d'autres. Dans les zones rurales, les traditions gauloises ont perduré plus longtemps, permettant à la culture gauloise de résister à l'influence romaine. Les récits de héros gaulois, les légendes et les chants populaires ont traversé les âges, préservant l'identité gauloise face au changement. Finalement, la culture gauloise n'a pas été anéantie par la romanisation, elle a évolué. Les Gaulois ont su naviguer entre les traditions anciennes et les nouvelles influences, créant une culture hybride qui a enrichi la Gaule. Ce phénomène nous rappelle que la culture n'est pas une entité statique, mais un processus dynamique, façonné par les interactions humaines. Ainsi, dans cette période de bouleversement, la Gaule romaine est devenue un laboratoire culturel unique, où l'ancien et le nouveau ont cohabité et se sont enrichis mutuellement. Les Gaulois, loin de se laisser submerger par l'influence romaine, ont su affirmer leur identité,
prouvant que la résistance à l'homogénéisation culturelle est non seulement possible, mais aussi source de créativité et d'innovation. La culture gauloise, loin d'être un vestige du passé, continue de vivre à travers les siècles, témoignant d'une résilience impressionnante. Dans les méandres de la Gaule romaine, où se mêlaient les échos des batailles et les murmures des rivières, l'éducation prend une tournure fascinante. À l'aube de l'occupation romaine, les Gaulois, connus pour leur bravoure et leur indépendance, possédaient déjà leur propre système de transmission des savoirs. Au cœur de cette dynamique, les druides, figures emblématiques de la culture gauloise, jouaient un rôle prépondérant. Mais avec l'influence romaine, ce paysage éducatif allait connaître des mutations profondes. Les druides, ces sages, à la fois prêtres, enseignants et juges, formaient un véritable pilier de la société gauloise. Leur savoir, essentiellement oral, se transmettait de génération en génération au sein de milieux clos, souvent en dehors des regards indiscrets. Ils véhiculaient des connaissances sur la nature, la médecine, l'astronomie et même la philosophie. Les jeunes Gaulois, désireux d'apprendre, rejoignaient ces cercles initiatiques où l'écoute attentive et la mémorisation étaient les clés d'une éducation réussie. On peut imaginer ces jeunes esprits avides, assis au pied d'un chêne sacré, absorbant les enseignements de leurs mentors, tout en partageant des légendes épiques et des récits de bravoure. Cependant, avec l'arrivée des Romains, une nouvelle ère éducative se profile à l'horizon. Les Romains, avec leur penchant pour l'organisation et la structuration, introduisent un système éducatif basé sur l'écrit et la formalisation des savoirs. Les écoles romaines, souvent tenues par des esclaves instruits ou des affranchis, commencent à se répandre dans les villes gauloises. Ces établissements offrent un enseignement qui se concentre sur la grammaire, la rhétorique et la philosophie, des disciplines qui, selon les Romains, formaient le socle d'un citoyen averti. On pourrait presque entendre les murmures d'une nouvelle pédagogie s'installer, où l'art de la parole et la finesse de l'écriture prennent le pas sur les traditions orales. Cette rencontre entre les savoirs gaulois et romains ne se fait pas sans heurts. Les druides, face à cette nouvelle concurrence, ressentent une certaine menace. Leur savoir, qui reposait sur la tradition orale, se voit peu à peu dévalué par la prédominance de l'écrit. De nombreux historiens s'accordent à dire que l'éducation romaine a contribué à affaiblir le pouvoir des druides, qui, malgré leur savoir immense, semblent désemparés face à cette invasion de la papeterie et des tablettes. Les druides, figures respectées tant pour leur rôle spirituel que pour leur savoir, commencent à voir leur influence s'estomper. Cependant, loin de se laisser abattre, une partie des druides s'adapte. Certains commencent à intégrer des éléments de la culture romaine dans leur enseignement. Ils réalisent que pour survivre, il faut évoluer. Ainsi, on voit émerger une forme de syncrétisme éducatif où se mêlent sagesse gauloise et savoir romain. Les druides pourraient alors se transformer en véritables intermédiaires de la culture, transmettant des connaissances tout en conservant l'essence de leur héritage. Dans les villes gallo-romaines, l'éducation devient un enjeu de prestige. Les familles, désireuses de s'intégrer dans cette nouvelle société, envoient leurs enfants dans ces écoles romaines, où l'on enseigne non seulement le latin, mais aussi la culture gréco-romaine. Les jeunes Gaulois apprennent à lire des poèmes d'Homère, à philosopher avec les sages grecs, tout en gardant en mémoire les récits de leurs ancêtres. Il est fascinant de penser que ces jeunes se retrouvaient à jongler entre les récits des conquérants et ceux de leurs ancêtres, créant ainsi une identité hybride, nourrie des deux cultures. L'éducation, désormais marquée par cette dualité, devient également un instrument de pouvoir. Les Romains, en introduisant leur système éducatif, renforcent leur emprise sur les Gaulois. Les écoles romaines ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, elles deviennent des espaces de romanisation. Les élèves, en apprenant le latin et la culture romaine, intègrent aussi des valeurs qui favorisent l'ordre romain, ce qui, on le devine, n'est pas sans créer des tensions au sein de la population gauloise. Il est intéressant de noter que malgré cette romanisation, les pratiques druidiques continuent d'exister en parallèle. Les druides, bien qu'affaiblis, n'ont pas disparu. Ils continuent d'enseigner, mais leur influence se réduit progressivement.
Les écoles romaines prennent le pas et les matières enseignées évoluent, mais les rites et les croyances gauloises persistent, se mêlant parfois à des éléments de la culture romaine, créant ainsi un tableau complexe et nuancé. À mesure que le temps passe, l'éducation, tant romaine que gauloise, façonne une nouvelle élite. Les jeunes qui sortent des écoles romaines sont souvent appelés à jouer des rôles clés dans l'administration et la gestion des provinces. Ils deviennent les intermédiaires entre le pouvoir romain et la population gauloise, portant en eux un mélange de valeurs qui, tout en étant romaines, n'en oublient pas pour autant leurs racines. Ainsi, l'éducation dans la Gaule romaine s'avère être bien plus qu'un simple transfert de savoir. Elle devient un véritable champ de bataille culturel où se mêlent tradition gauloise et innovation romaine. Les druides, malgré leur déclin, continuent d'éclairer certains esprits, tandis que les écoles romaines forment une nouvelle génération, prête à naviguer entre deux mondes. Dans cette danse entre l'ancien et le nouveau, l'éducation se révèle être une clé essentielle dans la survie et l'évolution de la Gaule, un témoignage vivant des échanges qui ont façonné l'histoire. Dans l'imaginaire collectif, la société gauloise est souvent dépeinte comme dominée par des guerriers valeureux, des druides mystérieux et des chefs charismatiques. Pourtant, derrière cette façade héroïque se cache un aspect moins connu, mais tout aussi fascinant. La place des femmes dans la société gauloise romaine. Souvent reléguées à l'arrière-plan, elles jouaient pourtant un rôle essentiel à la fois dans la vie familiale et dans la sphère sociale. Tout d'abord, il convient de rappeler que les femmes gauloises avaient un statut relativement élevé par rapport à d'autres sociétés de l'époque. Dans la plupart des régions, elles pouvaient posséder des biens, hériter des terres et étaient souvent impliquées dans la gestion des affaires domestiques. Bien que la société soit patriarcale, les femmes gauloises n'étaient pas cantonnées à la seule sphère du foyer. Leur statut était en grande partie renforcé par des traditions et des coutumes qui leur permettaient de jouer un rôle actif dans la société. Les traces archéologiques montrent que les femmes gauloises participaient à des activités économiques variées, allant de l'agriculture à l'artisanat. Dans certaines régions, comme en Armorique, des fouilles ont révélé des ateliers de poterie où des femmes exerçaient leur savoir-faire. Les métaux précieux, souvent associés à la richesse et au pouvoir, étaient également façonnés par des mains féminines. Ces femmes, bien qu'anonymes, contribuaient à l'économie locale et à la prospérité de leur communauté. À la maison, leur rôle était tout aussi crucial. Les femmes géraient les affaires du foyer, prenaient soin des enfants et assuraient la continuité des traditions familiales. Les textes antiques, bien que parfois biaisés, laissent entrevoir une certaine reconnaissance de leur rôle. Par exemple, le géographe Strabon évoque la coutume gauloise où les femmes avaient la liberté de s'exprimer et de donner leur avis, même en matière de décision politique. Certes, cela peut sembler anachronique et peut-être un peu trop optimiste, mais cela souligne l'importance de la voix féminine dans la société gauloise. Le mariage était un autre aspect qui illustre le rôle des femmes. Bien que souvent arrangées, les unions pouvaient également être fondées sur des affinités réelles. Les femmes étaient parfois des actrices clés dans les alliances entre clans, contribuant ainsi à la consolidation des pouvoirs. Lors des mariages, elles apportaient une dot, ce qui renforçait leur position au sein de la famille et de la communauté. Leurs enfants, souvent considérés comme des héritiers d'un patrimoine, portaient également le nom de la mère, une pratique qui, dans l'Antiquité, n'était pas si courante. Malgré ce tableau globalement positif, il est essentiel de nuancer. La condition des femmes gauloises était éloignée d'une égalité parfaite avec leurs homologues masculins. Les témoignages historiques montrent que leur liberté était souvent limitée par des normes sociales et culturelles. Par exemple, les femmes devaient respecter certaines règles de comportement et leur statut pouvait fluctuer en fonction des circonstances familiales ou politiques. En temps de guerre, leur rôle pouvait se transformer, certaines prenant les armes pour défendre leurs terres, tandis que d'autres, comme Boadicée, devenaient des figures de résistance emblématiques. Mais ces cas restaient des exceptions,
souvent mises en avant pour illustrer des récits héroïques. Avec l'arrivée des Romains, la dynamique des genres subit des transformations significatives. Les Romains, avec leur vision patriarcale plus marquée, ont imposé des structures sociales qui limitaient les droits des femmes, même si certaines libertés restaient. Un exemple emblématique est celui des matrones romaines, qui, bien que respectées dans la société, étaient souvent confinées à des rôles domestiques. Les femmes gauloises, à l'inverse, avaient déjà une certaine autonomie, et cette cohabitation des cultures a rendu les choses encore plus complexes. Les femmes gauloises adoptèrent certains aspects de la culture romaine tout en maintenant leurs traditions. Cela se traduisit par une hybridation des pratiques où les modes vestimentaires, les rites et même les coutumes funéraires s'entremêlèrent. Les dépouilles féminines retrouvées dans les tombes illustrent cette transition, mêlant bijoux gaulois et romains, témoignant d'une société en mutation. Les femmes continuaient à jouer un rôle pivotal dans la transmission des traditions, même face à l'influence romaine. Les représentations artistiques de l'époque, bien que souvent stylisées, offrent un aperçu précieux de la place des femmes dans la société gauloise romaine. Les mosaïques, les sculptures et les fresques montrent des femmes participant à des rituels, à des banquets ou encore à des activités quotidiennes. Ces images, bien que parfois idéalisées, laissent entendre que les femmes n'étaient pas seulement des figures passives, mais bien des actrices de leur propre histoire. En somme, le rôle des femmes dans la société gauloise romaine mérite d'être reconsidéré. Bien qu'elles n'aient pas toujours eu le pouvoir politique ou militaire de leurs homologues masculins, leur présence et leur influence étaient indéniables. Entre gestion du foyer, participation à l'économie et préservation des traditions, elles ont façonné la vie quotidienne de leur époque. À travers leurs histoires, souvent oubliées, se dessine une image d'une société où les femmes, loin d'être invisibles, étaient au cœur de la vie sociale et culturelle. La prochaine fois que l'on évoquera la Gaule romaine, il serait peut-être temps de se rappeler que derrière chaque grand homme, il y avait souvent une grande femme, dont le rôle, bien que discret, était tout aussi fondamental. Les loisirs dans la Gaule romaine sont un fascinant reflet des tensions culturelles entre les traditions locales et les influences romaines. En effet, les Gaulois, connus pour leur esprit guerrier et leur amour de la fête, ont vu leur quotidien s'enrichir de nouveaux divertissements, souvent spectaculaires, que la conquête romaine a apportés dans leur vie. Le premier grand divertissement à mentionner est sans conteste le combat de gladiateurs. Ces spectacles, qui se déroulaient généralement dans des amphithéâtres, ont été introduits en Gaule par les Romains, mais leur popularité a rapidement séduit les Gaulois. Imaginez des foules hurlantes, des cris d'excitation et de terreur, tandis que deux combattants s'affrontent dans une lutte à mort, armés de leurs épées et de leur bravoure. Les gladiateurs, souvent des esclaves ou des prisonniers de guerre, devenaient, contre toute attente, des célébrités locales, admirés pour leur courage et leur habileté. Mais il est ironique de constater que ces héros des arènes étaient également des victimes de la brutalité du système. Pour les Gaulois, ces combats représentaient une nouvelle forme de divertissement, mais aussi une démonstration de la puissance romaine, un rappel constant de leur soumission. Les amphithéâtres, ces imposantes structures en pierre, étaient des lieux de rassemblement où se mêlaient les classes sociales. On y retrouvait des nobles romains, des marchands gaulois et des simples paysans, tous unis par le même désir de sensations fortes. Les spectacles de gladiateurs n'étaient qu'une partie des divertissements proposés. Les jeux de bêtes, où des animaux sauvages affrontaient des combattants ou d'autres animaux, ajoutaient une dimension encore plus sauvage à ces journées festives. Les Gaulois, qui avaient toujours eu un rapport étroit avec la faune, trouvaient là un mélange de crainte et de fascination. Mais les loisirs gaulois ne se limitaient pas à ces spectacles sanglants. Les banquets, avec leur élan festif et leur atmosphère conviviale, occupaient également une place centrale dans la culture gauloise. Ces repas, souvent extravagants, étaient l'occasion de se rassembler, de discuter de la vie quotidienne et de célébrer les victoires, qu'elles soient militaires ou personnelles.
les Gaulois avaient une prédilection pour la bonne chair, et la table est un lieu de partage et d'échange. Les mets étaient variés, allant des viandes rôties aux fruits frais, en passant par des plats à base de céréales, le tout arrosé de vin, bien sûr. Un banquet gaulois sans vin serait tout simplement impensable. Dans ces festins, la musique et la danse prenaient également une part importante. Les bardes, figures emblématiques de la tradition gauloise, faisaient encore entendre leurs chants, racontant des histoires de bravoure et d'amour, tout en divertissant les convives. Les Gaulois avaient un goût prononcé pour les récits épiques, et les soirées s'étiraient parfois jusqu'à l'aube, bercées par les mélodies et les rires. Ce mélange de tradition et d'innovation, où les influences romaines se mêlaient à des coutumes ancestrales, témoignait de la capacité d'adaptation des Gaulois. Par ailleurs, il n'est pas surprenant de retrouver des éléments de la culture romaine dans ces banquets. Les Gaulois ont rapidement intégré certains usages romains, comme le fait de se prélasser sur des divans tandis qu'ils dégustaient leurs plats. La sophistication des banquets romains, avec leurs mets raffinés et leur service à la hauteur, a trouvé un écho dans les pratiques gauloises. Ce mélange des genres était une manière pour les Gaulois de revendiquer leur identité tout en s'adaptant à la nouvelle réalité imposée par Rome. Les jeux de société, quant à eux, étaient également prisés. Les tables de dés et autres jeux de plateau étaient des activités populaires, permettant aux Gaulois de se divertir tout en exerçant leur esprit stratégique. Ces moments de détente étaient souvent entrecoupés de discussions animées sur des sujets politiques ou sociaux, prouvant que la convivialité ne se limitait pas au plaisir de la table. À l'approche des grandes fêtes, la vie sociale des Gaulois prenait une ampleur encore plus significative. Les célébrations religieuses, souvent liées au cycle de la nature, se transformaient en véritables festivals. Les Gaulois honoraient leurs dieux avec des rituels, des offrandes et des danses, le tout dans une ambiance de ferveur collective. Ces événements, qui rassemblaient des milliers de personnes, étaient une occasion de se retrouver et de célébrer leur culture, au-delà des influences romaines. Il est intéressant de noter que, malgré l'omniprésence des divertissements romains, les Gaulois ont su préserver une grande partie de leur tradition. Les luttes entre guerriers, par exemple, avaient une valeur symbolique bien plus importante que celle des combats de gladiateurs, représentant l'honneur et la bravoure. Ces traditions, bien que parfois mises à l'épreuve par la domination romaine, témoignaient d'un attachement profond à leur identité. Tout cela montre à quel point les loisirs dans la Gaule romaine étaient un champ de bataille culturel à part entière. Entre spectacles romains et coutumes gauloises, les habitants de cette région ont réussi à créer une mosaïque de divertissements, mêlant le sang, le rire et la joie de vivre. Ces moments de loisirs, loin d'être de simples échappatoires, étaient des espaces où se jouait l'avenir des Gaulois, un lieu où l'on pouvait, pour un instant, oublier les lourdeurs du quotidien et célébrer la vie ensemble. À l'aube de l'ère romaine, la Gaule, vaste territoire parsemé de tribus diverses, était le théâtre d'un ballet incessant de rivalité et d'alliances. Ces conflits internes, souvent plus meurtriers que les invasions extérieures, témoignaient de la complexité des relations entre les différentes communautés. Les tribus gauloises, chacune avec ses propres coutumes, langues et ambitions, se retrouvaient engagées dans des luttes acharnées pour le pouvoir, le territoire et, bien sûr, la survie. Les rivalités entre ces tribus n'étaient pas de simples querelles de voisinage. Elles avaient des racines profondes, nourries par des siècles de compétition pour des ressources limitées. L'accès à des terres fertiles, à des routes commerciales ou à des zones de chasse pouvait provoquer des tensions qui dégénéraient rapidement en conflits armés. Ces luttes, loin d'être éphémères, pouvaient s'étendre sur plusieurs générations, engendrant des cycles de violence qui affaiblissaient inévitablement les tribus concernées. Prenons par exemple la rivalité entre les Éduans et les Arvernes, deux puissantes tribus du centre de la Gaule. Les Éduans, qui prétendaient descendre d'un ancêtre divin, avaient su établir des alliances commerciales avec Rome, devenant ainsi un acteur clé dans le monde méditerranéen. En revanche, les Arvernes,
dirigés par le redoutable Vercingétorix, se sentaient trahis par l'influence croissante de leurs voisins. Cette tension culmina lors de la guerre des Gaules, lorsque Vercingétorix unifia plusieurs tribus sous sa bannière dans un effort désespéré pour résister à l'avancée romaine. Mais, comme souvent dans l'histoire, l'unité fut éphémère et les rivalités internes continuèrent de ronger leurs forces. Les alliances, bien que parfois stratégiques, étaient tout aussi fragiles. Les Gaulois avaient cette incroyable capacité à se liguer contre un ennemi commun, mais dès que la menace extérieure s'estompe, les vieilles rancunes ressurgissent. Ces alliances temporaires témoignaient d'une pragmatique politique, mais aussi d'un manque de véritable solidarité entre les tribus. En effet, chaque chef tribal cherchait avant tout à assurer la sécurité et le bien-être de son propre peuple, souvent au détriment d'un effort collectif. Les conséquences de ces luttes étaient désastreuses. En plus de la perte de vies humaines, les guerres entre tribus affaiblissaient les communautés, les rendant vulnérables à l'irruption de puissances extérieures, comme Rome. Lorsque Jules César décida d'envahir la Gaule, il profita habilement des rivalités existantes. Les tribus, déjà épuisées par des décennies de conflits internes, ne parvinrent pas à s'unir efficacement contre l'envahisseur, ce qui facilita la conquête romaine. Dans un autre registre, les luttes internes entraînaient également des changements sociaux au sein des tribus. Les chefs, en quête de pouvoir, étaient souvent obligés de renforcer leur autorité par la force, ce qui pouvait mener à des tensions avec leur propre clan. Certains chefs, pour maintenir leur position, recouraient à des pratiques de terreur, punissant sévèrement toute dissidence. Ainsi, les rivalités n'étaient pas uniquement entre tribus, mais au sein même des groupes, créant un climat de méfiance et de peur. En scrutant ces conflits, il est fascinant de constater que les Gaulois, malgré leurs différences, partageaient un même héritage culturel. Leurs croyances religieuses, leurs rites et leurs traditions s'entremêlaient, mais souvent, cela ne suffisait pas à créer une cohésion durable. Cette fragmentation culturelle, à bien des égards, était à la fois une richesse et une faiblesse. Les Gaulois peinaient à se percevoir comme un ensemble face à un ennemi commun, préférant souvent se battre entre eux plutôt que d'unir leurs forces contre l'envahisseur romain. Les conséquences de ces rivalités ne se limitaient pas à l'impact immédiat des conflits. Leurs répercussions s'étendaient sur plusieurs générations, marquant profondément l'identité gauloise. Alors que certaines tribus parvenaient à s'imposer sur le territoire, d'autres s'éteignaient lentement, absorbées par des conquêtes ou des alliances malheureuses. La mémoire de ces luttes internes perdura dans les récits et les légendes, témoignant d'un passé tumultueux où l'héroïsme et la tragédie se mêlaient. Les conflits internes, au-delà de leur aspect militaire, ont également influencé la culture gauloise. Les artistes et les bardes, figures emblématiques de la société, prenaient souvent pour sujet ces luttes fratricides, transformant le sang versé en récits épiques. Ces histoires, bien que teintées d'ironie, servaient à réfléchir sur la condition humaine, sur la futilité parfois des rivalités qui, au fond, ne menaient qu'à l'autodestruction. À la lumière de ces événements, il est crucial de se demander qu'est-ce qui aurait pu être différent si les tribus gauloises avaient réussi à surmonter leur rivalité? Auraient-elles pu opposer une résistance plus forte à Rome, ou leur unicité culturelle aurait-elle été sacrifiée sur l'autel de l'unité? Les questions restent ouvertes, mais une chose est certaine. Les luttes internes ont façonné la Gaule d'une manière qui résonne encore à travers les âges, nous rappelant que souvent, les ennemis les plus redoutables se cachent à l'intérieur des murs de nos propres cités. La Légion romaine, souvent représentée par des soldats en armure rutilante, est l'illustration même de l'occupant en uniforme. Avec leur discipline militaire et leur organisation sans précédent, les légionnaires ont profondément influencé la vie quotidienne des Gaulois. Mais qui étaient ces hommes? Et quel impact ont-ils eu sur les populations qu'ils étaient censés pacifier et contrôler? Pour comprendre l'importance de la Légion romaine, plongeons d'abord dans l'univers de ces soldats. Composés d'hommes issus de différentes régions de l'Empire, les légions étaient avant tout des unités d'élite, entraînées à la guerre sur le terrain.
Toutefois, leur rôle ne se limitait pas à celui de simples combattants. En tant que force d'occupation, les légionnaires avaient pour mission de maintenir l'ordre, de construire des infrastructures et par-dessus tout, de faire régner la paix romaine, ou Pax Romana, une paix qui, il faut l'admettre, s'accompagnait souvent d'une poigne de fer. La présence de ces hommes en armes a engendré des changements significatifs dans la vie des Gaulois. Tout d'abord, les légionnaires étaient souvent stationnés dans des camps militaires qui se transformaient rapidement en villes. Ces camps, appelés castra, devenaient des centres névralgiques d'activités économiques et sociales. Les Gaulois, en quête de nouvelles opportunités, affluaient vers ces lieux, créant ainsi un brassage culturel sans précédent. Imaginez un peu. Vous vivez paisiblement dans un petit village gaulois, et voilà que des soldats romains s'installent non loin de chez vous, apportant avec eux leurs coutumes, leur langue et bien sûr leur avancement technologique. Ces interactions n'étaient pas toujours harmonieuses. Les Gaulois, fiers de leur identité, voyaient souvent d'un mauvais œil cette intrusion. Les légionnaires, de leur côté, étaient parfois perçus comme des envahisseurs brutaux, mais il serait réducteur de réduire leur rôle à celui de simples oppresseurs. Ils étaient également des bâtisseurs. En effet, les légions romaines étaient chargées de la construction de routes, de ponts et d'aqueducs, des réalisations qui allaient transformer le paysage gaulois et favoriser le commerce. Les Gaulois, qui avaient jusqu'alors des infrastructures rudimentaires, bénéficiaient ainsi des avancées romaines. Qui aurait cru qu'un soldat, armé jusqu'aux dents, puisse servir également de maçon? Les légionnaires jouaient un rôle clé dans l'imposition de l'ordre public. Leur présence dissuadait les révoltes et leur discipline rigoureuse maintenait une certaine stabilité. Les Gaulois, bien qu'irrités par l'occupation, étaient souvent soulagés de voir que la violence des guerres tribales diminuait, du moins sur leur territoire immédiat. Mais la paix romaine avait un prix, la taxation. Les légionnaires, en tant que représentants de l'État romain, veillaient à ce que les impôts soient perçus, alimentant ainsi les caisses de l'Empire. L'ironie de la situation réside dans le fait que cette protection entraînait souvent des exactions financières, ce qui ne manquait pas de créer un ressentiment croissant parmi les populations gauloises. Les légionnaires, au-delà de leur rôle militaire, devenaient également des agents de romanisation, un terme qui désigne l'imposition de la culture romaine sur d'autres peuples. Ils apportaient avec eux leurs dieux, leurs coutumes et leurs langues. Les Gaulois, fascinés par certains aspects de la culture romaine, commençaient à adopter des pratiques romaines tout en conservant leur propre identité. Les marchés se remplissaient de produits romains et peu à peu, le latin s'imposait comme lingua franca dans les échanges commerciaux. On pourrait dire que, malgré leur résistance initiale, les Gaulois ont fini par danser au rythme de la musique romaine, tout en gardant une certaine cadence gauloise. Les légionnaires étaient également des figures de pouvoir au sein des communautés. En tant que soldats, ils devenaient souvent des leaders locaux, établissant des alliances avec des chefs gaulois et jouant un rôle dans la médiation des conflits. Certains chefs gaulois, voyant une opportunité de renforcer leur propre pouvoir, acceptaient de collaborer avec les Romains, créant ainsi des dynamiques de pouvoir complexes et parfois inattendues. Ce phénomène de collaboration était porteur d'ambiguïté, car il remettait en question la pureté de l'identité gauloise. Cependant, les légionnaires ne faisaient pas que créer des alliés, ils suscitaient également des résistances. Des révoltes éclataient, parfois menées par des figures emblématiques comme Vercingétorix, qui incarnait la lutte pour la liberté face à l'envahisseur. Ainsi, la Légion romaine, loin d'être un simple symbole de domination, apparaît comme un acteur complexe de l'histoire gauloise. Si leur présence était synonyme de contrainte et de répression, elle a également entraîné des transformations sociales, économiques et culturelles qui ont durablement marqué la Gaule. Les légionnaires ont laissé derrière eux des routes, des villes et un héritage culturel qui, encore aujourd'hui, témoigne de la rencontre entre deux mondes. L'impact des légionnaires sur la vie quotidienne des Gaulois est donc un mélange d'admiration et de résistance, de dépendance et de rejet. Ils étaient à la fois des conquérants et des bâtisseurs,
des oppresseurs et des vecteurs de changement. Dans ce balancement, les Gaulois ont appris à naviguer entre la tradition et la modernité, témoignant d'une résilience qui, à bien des égards, illustre la complexité de la condition humaine face à l'inexorable avancée de l'histoire. Dans l'ombre des légions romaines, un phénomène fascinant s'est produit. Un échange culturel riche et complexe entre les conquérants et les conquis. La Gaule, terre de traditions anciennes et de coutumes vivantes, a vu son identité se transformer sous l'influence romaine. À première vue, on pourrait croire que la domination romaine a écrasé la culture gauloise, mais en réalité, elle a plutôt permis un dialogue interculturel qui a laissé une empreinte durable. L'art, en particulier, est l'une des premières manifestations de cette interaction. Les Gaulois, réputés pour leurs compétences artisanales, ont commencé à intégrer des motifs et des techniques romaines dans leur création. Les artisans gaulois, tout en préservant leur style distinctif, se sont appropriés des éléments de l'art romain, notamment les représentations en relief et la sculpture. Les fouilles archéologiques révèlent des objets qui mêlent des iconographies gauloises traditionnelles, comme les motifs celtiques, à des formes et des styles inspirés par Rome. Les mosaïques, par exemple, qui étaient un symbole de richesse et de raffinement à Rome, ont trouvé leur place dans les villas et les maisons gauloises. Les artisans locaux ont commencé à créer des mosaïques avec des motifs géométriques et des scènes de la vie quotidienne, tout en y intégrant des éléments mythologiques issus de leur propre héritage. Ce mélange est un témoignage de l'adaptabilité des Gaulois et de leur volonté d'intégrer des influences extérieures sans renier leur propre culture. La langue, quant à elle, est un autre domaine où cet échange est palpable. La conquête romaine a introduit le latin, une langue qui, au départ, devait servir de simple outil administratif et militaire. Cependant, au fil du temps, elle a commencé à se mêler aux langues gauloises. Ce phénomène linguistique a donné naissance à ce que l'on appelle le gaulois romanisé. Des mots latins ont été intégrés au vocabulaire gaulois, tandis que certaines structures grammaticales ont été influencées par le latin. Cette hybridation linguistique a eu pour effet de créer un socle commun, facilitant les échanges entre les deux cultures. Il est intéressant de noter que, pendant cette période, la langue n'était pas seulement un outil de communication, mais aussi un symbole de statut. Parler latin était souvent perçu comme un marqueur de modernité et de sophistication. Ainsi, ceux qui souhaitaient gravir les échelons de la société romaine avaient tout intérêt à maîtriser cette langue, tandis que le gaulois, bien que toujours parlé, commençait lentement à perdre de son prestige. Les coutumes et les pratiques religieuses ont également été le théâtre d'une fusion culturelle. Les Gaulois, fervents adorateurs de leur Dieu, ont vu l'arrivée des divinités romaines comme une occasion d'enrichir leur panthéon. Des temples ont été construits en l'honneur de Jupiter, Mars et d'autres dieux romains, souvent à proximité des sanctuaires gaulois. Ce phénomène d'acculturation a permis aux Gaulois de continuer à pratiquer leurs rites tout en intégrant des éléments de la religion romaine. L'archéologie a révélé des sites où les inscriptions honorent à la fois des dieux gaulois et romains, illustrant ainsi cette cohabitation spirituelle. Un autre aspect fascinant de cette fusion culturelle réside dans les festivités et les célébrations. Les Romains, connus pour leur amour des spectacles et des jeux, ont introduit des événements tels que les courses de chars et les combats de gladiateurs. Les Gaulois, pour leur part, ont apporté leurs propres traditions de fêtes, souvent liées au cycle agricole et aux saisons. Ce mélange a donné lieu à des célébrations qui, tout en étant ancrées dans la culture locale, prenaient des allures romaines. Les banquets, par exemple, sont devenus un lieu de rencontre où les mets gaulois se mêlaient au vin et aux plats romains, renforçant ainsi les liens entre les communautés. L'architecture, elle aussi, témoigne de cette influence réciproque. Les Romains ont introduit des techniques de construction avancées, comme l'usage du béton et des arches, que les Gaulois ont rapidement adoptées. Des villes comme Lyon ou Nîmes, qui étaient autrefois des villages gaulois, ont été transformées en véritables centres urbains romains, avec des amphithéâtres, des thermes et des forums.
Ces constructions, tout en étant emblématiques de la puissance romaine, ont également intégré des éléments de l'architecture gauloise, rendant ces espaces à la fois fonctionnels et symboliques de cette coexistence culturelle. Cependant, il serait réducteur de considérer cette dynamique simplement comme un processus d'assimilation. Les Gaulois ont su préserver leur identité, influençant à leur tour les Romains. Ce phénomène de romanisation n'était pas unidirectionnel. Les élites gauloises, en particulier, ont joué un rôle crucial dans ce dialogue. En adoptant des éléments romains, elles ont pu affirmer leur statut tout en restant ancrées dans leurs racines. Ce faisant, elles ont contribué à une culture hybride où le respect des traditions gauloises cohabitait avec l'attrait pour le mode de vie romain. En somme, l'échange culturel entre les Romains et les Gaulois durant cette période a façonné une identité unique, une sorte de mosaïque culturelle où les influences se mêlent et se complètent. Ce processus a non seulement enrichi la vie quotidienne des habitants de la Gaule, mais a également contribué à la pérennisation de certaines traditions gauloises qui persistent encore aujourd'hui dans la culture française. Ainsi, derrière les conquêtes militaires, se cachait une véritable révolution culturelle, dont l'héritage résonne encore à travers les âges. La romanisation, ce processus fascinant et complexe qui a transformé la Gaule, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage culturel, social et politique de la France moderne. Alors que nous examinons l'héritage de cette période, il convient de se rappeler que la Gaule n'était pas simplement un territoire conquis, mais un carrefour d'échanges, de culture et d'innovation. Au Ier siècle avant notre ère, lorsque Jules César a entrepris sa conquête, la Gaule était déjà un patchwork de tribus, chacune avec ses propres coutumes et langues. Loin d'être un tableau homogène, cette mosaïque culturelle a été progressivement influencée par l'arrivée des Romains, qui ont non seulement introduit leur langue et leurs institutions, mais ont également mis en place un réseau d'infrastructures sans précédent. Les routes romaines, par exemple, ont permis le développement économique et la mobilité des populations, des aspects qui, à bien des égards, résonnent encore dans la France contemporaine. Les Romains, avec leur penchant pour l'urbanisme, ont également façonné le visage des villes gauloises. Des cités comme Lyon, Nîmes et Arles se sont transformées en centres urbains florissants, avec des monuments emblématiques tels que des amphithéâtres, des aqueducs et des temples. Ces réalisations architecturales, bien plus que de simples constructions, témoignent d'un savoir-faire technique et d'une esthétique qui perdure dans l'architecture française actuelle. N'est-il pas ironique de penser que ces structures, conçues pour divertir ou pour honorer des dieux, sont devenues des symboles d'une nation moderne? La langue, bien sûr, est l'un des legs les plus durables de la romanisation. Le latin, bien qu'il ait évolué au fil des siècles, est à la base de la langue française. Les racines latines de nombreux mots et expressions rappellent à quel point notre quotidien est influencé par cette époque antique. Alors, la prochaine fois que vous utilisez un terme comme agenda ou univers, pensez à ces légionnaires romains qui ont posé les jalons d'une langue que nous parlons encore aujourd'hui. Ce mélange de langues régionales et de latin a également donné naissance à des dialectes et à des patois qui enrichissent encore le patrimoine linguistique français. Mais l'héritage de la Gaule romaine va bien au-delà de la langue et des infrastructures. La romanisation a également introduit des concepts juridiques et politiques qui ont jeté les bases de l'État moderne. Le droit romain, avec sa rigueur et sa structure, a influencé le système juridique français. Les principes de citoyenneté, de propriété et de contrat qui ont émergé sous l'Empire romain sont des piliers qui soutiennent encore notre société contemporaine. On pourrait même dire que la passion des Français pour la loi et l'ordre trouve ses racines dans cette période de l'histoire. Quelle ironie, n'est-ce pas, que cette quête de justice et d'équité soit, en partie, héritée de conquérants qui n'avaient pas toujours de telles valeurs à cœur. Sur le plan social, la romanisation a également entraîné des changements significatifs. Les Gaulois, à l'origine, vivaient souvent dans des sociétés tribales où la loyauté envers le clan était primordiale. Avec l'arrivée des Romains, les structures sociales ont évolué vers un modèle plus hiérarchisé.
La romanisation a permis à certains Gaulois d'accéder à des postes de pouvoir, mais a aussi engendré des inégalités sociales. Ce phénomène de stratification sociale, qui a vu l'émergence d'une bourgeoisie gauloise, est un reflet des tensions qui existent encore aujourd'hui dans notre société. Il est fascinant de constater que ces changements ont également influencé la religion. Alors que les Gaulois vénéraient une multitude de dieux et de déesses, l'arrivée du christianisme, qui s'est imposé au fil des siècles, a été facilitée par l'infrastructure déjà en place. Les églises, construites sur des sites romains, témoignent de cette transition. Ce mélange des croyances, où l'ancien et le nouveau coexistent, est une caractéristique de la spiritualité française moderne. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces influences se croisent encore aujourd'hui, notamment dans les festivals et les célébrations qui perpétuent à la fois des traditions païennes et chrétiennes. En termes de culture, la romanisation a aussi engendré un foisonnement artistique. Les mosaïques, sculptures et fresques romaines qui ornent encore certains sites en France révèlent un goût pour l'esthétique et l'harmonie qui a influencé les artistes à travers les âges. La Renaissance, par exemple, a puisé dans cet héritage classique, redécouvrant les formes et les idées romaines. Ainsi, l'art français moderne porte encore les marques de cette époque, comme un écho lointain de la splendeur passée. Enfin, l'héritage de la Gaule romaine se manifeste dans des aspects plus contemporains de la culture française, que ce soit à travers la gastronomie, l'éducation ou même la mode. Les traditions culinaires qui mêlent des influences gauloises et romaines continuent de nourrir le patrimoine gastronomique français, reconnu et célébré à travers le monde. La place centrale accordée à la cuisine dans la culture française moderne trouve ses origines dans cette période d'échange et d'innovation. Ainsi, en scrutant l'impact de la romanisation sur la France moderne, nous découvrons un héritage riche et complexe, tissé de fils historiques, culturels et sociaux. La Gaule romaine, par ses transformations et ses influences, a façonné une nation qui, tout en regardant vers l'avenir, n'oublie pas ses racines. À travers cette lentille, nous réalisons que les échos de cette époque continuent de résonner dans notre quotidien, rappelant que l'histoire n'est jamais vraiment derrière nous, mais plutôt un compagnon silencieux qui nous guide encore aujourd'hui. Les mythes et légendes qui entourent la Gaule romaine sont un fascinant mélange d'histoire et de fiction, un véritable kaléidoscope où se mêlent vérité historique, embellissement et interprétation. À travers les siècles, les récits des Gaulois, leur lutte contre l'envahisseur romain et leurs dieux et héroïnes ont été transformés, embellis et parfois même complètement réinventés. Pour comprendre cette évolution, il faut plonger dans le contexte historique et culturel de l'époque. L'histoire de la Gaule romaine commence avec la conquête de Jules César au Ier siècle avant notre ère. Dans ses célèbres commentaires sur la guerre des Gaules, César dresse un tableau de la société gauloise, ses coutumes, ses guerres et ses relations avec les Romains. Ce récit, bien qu'écrit par un vainqueur, offre un aperçu précieux de la réalité de l'époque. Cependant, il est important de nuancer son propos. César, en bon politicien, ne manquait pas d'exagérer ses exploits, transformant ses victoires en récits épiques. Ainsi, la conquête de la Gaule, loin d'être une simple opération militaire, devient une épopée héroïque, alors que les Gaulois, eux, sont souvent présentés comme des barbares réfractaires à la culture civilisée de Rome. C'est à partir de ces récits que naissent les mythes. Les Gaulois, qui avaient une tradition orale riche, ont vu leurs histoires se mêler aux récits romains. Les bardes gaulois, ces conteurs de légendes, ont commencé à adapter les récits de la conquête pour en faire des récits de résistance et de bravoure face à l'oppression romaine. Au fil des siècles, ces histoires ont été transmises et embellies au point de devenir de véritables légendes. Les figures emblématiques de la résistance gauloise, comme Vercingétorix, sont ainsi devenues des héros mythiques. Vercingétorix, le chef arverne, qui unifia les tribus gauloises contre César, est souvent présenté comme le symbole de la bravoure et de la liberté. Pourtant, derrière ce héros se cache un homme complexe, dont la défaite à Alésia a été autant un échec personnel qu'un tournant décisif pour la Gaule. Les récits de ses exploits, embellis par les siècles,
On fait de lui un martyr, un symbole de la lutte pour la liberté, alors qu'en réalité, sa vie et son œuvre étaient bien plus nuancées. Au-delà des figures historiques, les mythes liés à la spiritualité gauloise ont également évolué. Les druides, ces sages souvent idéalisés, apparaissent dans de nombreuses légendes comme des figures mystiques, détenteurs d'un savoir ancien et sacré. Les Romains, fascinés et effrayés par cette caste, ont contribué à cette représentation en la teintant d'un voile de mystère. En réalité, les druides étaient avant tout des prêtres, des enseignants et des juges, jouant un rôle essentiel dans la société gauloise. Leur image mythique, nourrie par des récits romains, a perduré à travers les âges, faisant d'eux des figures presque magiques dans l'imaginaire collectif. L'émergence du christianisme au cours du IVe siècle a également joué un rôle dans la transformation des récits gaulois. Les premiers chrétiens, en quête d'un récit fondateur, ont souvent intégré des éléments de la mythologie gauloise dans leurs propres légendes. Les saints locaux, comme Saint-Denis ou Saint-Martin, ont été associés à des lieux et des événements de la tradition gauloise, créant ainsi un pont entre le paganisme et le christianisme. Ce phénomène de syncrétisme a permis à certaines légendes gauloises de survivre, tout en leur conférant une nouvelle dimension. Les chroniques médiévales, quant à elles, ont continué à nourrir le mythe gaulois. Les auteurs, tels que Grégoire de Tours, ont écrit sur l'histoire de la France, mêlant faits historiques et légendes populaires. Ces récits, souvent teintés d'une nostalgie pour un passé héroïque, ont contribué à forger l'identité nationale française. Ainsi, les Gaulois sont devenus des ancêtres mythiques, symboles d'une résistance et d'une culture que la France moderne s'est appropriée. L'époque moderne, avec son goût pour l'héroïsme et le nationalisme, a également redonné vie au mythe gaulois. Au XIXe siècle, des écrivains comme Chateaubriand et des historiens comme Michelet ont fait des Gaulois des symboles de la résistance et de l'identité française. Les représentations artistiques, les pièces de théâtre et même les bandes dessinées ont contribué à pérenniser cette mythologie. Dans cette dynamique, la figure d'Astérix, créée par René Goscinny et Albert Uderzo, incarne à la fois l'esprit gaulois et une certaine vision du monde contemporain, mêlant humour et un brin de nostalgie. Aujourd'hui, les mythes gaulois continuent de fasciner. Les fouilles archéologiques et les études historiques viennent régulièrement enrichir notre compréhension de cette époque. Mais les récits mythiques demeurent. Ils sont le reflet d'une culture qui, malgré les siècles, a su se réinventer et perdurer. Ainsi, le voyage à travers les légendes et les récits de la Gaule romaine nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite de dates et de faits, mais aussi de récits, de rêves et de luttes qui façonnent notre identité collective. Ces mythes, qu'ils soient fondés sur des éléments historiques ou purement fictionnels, témoignent d'une humanité en quête de sens, d'héroïsme et d'appartenance. Ils nous invitent à réfléchir non seulement sur notre passé, mais aussi sur la manière dont nous construisons notre identité aujourd'hui. En fin de compte, la frontière entre histoire et fiction est souvent floue, et c'est peut-être cette ambiguïté qui rend nos récits si captivants. Les légendes de la Gaule romaine, entre ombre et lumière, continuent de vibrer dans notre imaginaire collectif, un écho d'un temps révolu, mais étrangement vivant. Dans ce dernier chapitre de notre exploration de la Gaule romaine, il est temps de faire le bilan des adaptations des Gaulois face à la domination romaine. Survivre ou s'épanouir? Voilà une question qui aurait pu donner lieu à un débat animé autour d'une chope de cervoise dans l'une des tavernes de Lutèce. D'un côté, nous avons les Gaulois, fiers champions de leur culture, de leur tradition et de leur indépendance. De l'autre, l'Empire romain, une machine bureaucratique bien huilée, qui a su transformer les conquêtes militaires en conquêtes culturelles, économiques et sociales. Que reste-t-il donc de l'identité gauloise face à cette marée romaine? Loin de se laisser écraser sous le poids des légions, les Gaulois ont fait preuve d'une incroyable capacité d'adaptation. Ils ont compris que la résistance, bien que noble, n'était pas toujours synonyme de survie. Ainsi, au fil des décennies, ils ont commencé à intégrer certains éléments de la culture romaine, tout en préservant leur propre identité.
Un peu comme un menu gastronomique où l'on mélange avec finesse des recettes traditionnelles et des influences exotiques, les Gaulois ont su élaborer un plat hybride qui leur a permis de s'épanouir tout en gardant un goût de terroir. Prenons par exemple l'urbanisation. Les Romains ont amené avec eux un savoir-faire architectural et urbanistique sans pareil. Les Gaulois, qui avaient l'habitude des oppidas, ces villes fortifiées et souvent en bois, ont été séduits par l'idée de construction plus durable en pierre, de rues pavées et de forums animés. Ils ont ainsi troqué leurs cabanes de paille contre des villas romaines, tout en décorant ces demeures de motifs celtes. Un peu comme si un habitant de la campagne française décidait de rénover sa maison à la mode contemporaine, tout en gardant une tapisserie à fleurs de grand-mère. Sur le plan économique, les Gaulois ont également manifesté une faveur pour le commerce. Avec l'arrivée des Romains, les routes se sont multipliées, facilitant l'échange des biens et des idées. Les Gaulois, loin d'être des fermiers isolés, sont devenus d'habiles commerçants, se lançant dans le négoce de produits variés, allant du vin au textile. Il est presque comique de penser que ces guerriers, jadis redoutés sur le champ de bataille, ont su devenir des marchands avisés, jonglant entre les deniers romains et les druides locaux. Quant à la religion, la situation est tout aussi fascinante. Les Gaulois, qui vénéraient une multitude de dieux et de déesses, ont vu les divinités romaines s'immiscer dans leur panthéon. Certains ont même commencé à les honorer aux côtés de leurs propres dieux. Cela doit certainement être un choc pour un druide de voir un temple dédié à Jupiter à côté d'une pierre sacrée dédiée à Teutate. Mais après tout, pourquoi se contenter d'un seul dieu quand on peut en avoir plusieurs? Une approche tout à fait pragmatique, n'est-ce pas? Au fil des siècles, la culture gauloise a donc su évoluer, se mélangeant avec la culture romaine, tout en conservant certains aspects de son identité. Les Gaulois, qui avaient l'habitude de se rassembler autour de feux pour partager des histoires et des chants, ont progressivement intégré des spectacles romains, des combats de gladiateurs aux pièces de théâtre. L'idée de divertissement a pris une nouvelle dimension, mais il est intéressant de noter que ces rassemblements sont restés des moments de convivialité où l'on riait et où l'on partageait des histoires de bravoure. Cependant, cette adaptation n'était pas sans ses ambiguïtés. À quel prix ces transformations ont-elles eu lieu? La perte d'autonomie, la dilution des traditions et l'influence croissante de la culture romaine ont sans doute laissé des traces. Les Gaulois ont-ils vraiment choisi de s'épanouir ou ont-ils simplement appris à survivre dans un monde qui leur était de plus en plus hostile? À chaque avancée de l'Empire, on peut imaginer une petite voix intérieure murmurer « Et si l'on résistait encore un peu ?» Mais cette voix fut rapidement éclipsée par celle du pragmatisme. En regardant en arrière, il est fascinant d'observer comment les Gaulois, plutôt que de se battre à chaque instant, ont choisi de jongler avec les deux cultures. Ils ont appris les subtilités de la langue latine, tout en préservant leur dialecte, et ont adopté les pratiques romaines, tout en gardant vivante la flamme de la tradition. Dans un sens, ils sont devenus des Gaulois romains, une sorte d'hybride culturel qui a su tirer le meilleur des deux mondes. En conclusion, survivre ou s'épanouir? La réponse n'est pas si simple. Les Gaulois ont fait preuve d'une résilience remarquable face à la domination romaine. Ils ont su transformer des défis en opportunités, intégrant les éléments romains à leur culture tout en gardant un pied dans leur histoire. Leur héritage, bien que teinté d'influences étrangères, reste profondément ancré dans leur identité. Loin d'être de simples victimes de la conquête, ils ont prouvé qu'il est possible de danser avec les loups tout en préservant son cœur de lion. Et dans ce bal entre conquérants et conquis, peut-être que la véritable victoire réside dans la capacité à se réinventer sans jamais renier ses racines. Dans la réalisation de ce documentaire, il est essentiel de reconnaître le travail acharné et dévoué de nombreuses personnes qui ont contribué à enrichir notre compréhension de la Gaule romaine. L'histoire, après tout, n'est pas seulement faite de dates et d'événements, mais également de voix, d'analyses et de découvertes qui illuminent les ombres du passé. Nous souhaitons avant tout remercier les historiens qui ont consacré leur vie
à l'étude de cette période fascinante. Leur passion pour la recherche et leur capacité à interpréter des sources parfois fragmentaires sont la pierre angulaire de toute connaissance historique. Parmi eux, nous avons eu l'honneur de collaborer avec le professeur Jean-François Dupont, dont les travaux sur les interactions culturelles entre les Gaulois et les Romains ont ouvert de nouvelles perspectives. Ces analyses approfondies nous ont permis de comprendre comment ces deux mondes, souvent perçus comme opposés, ont en réalité tissé des liens complexes. Nous ne pouvons pas oublier le docteur Émilie Moreau, spécialiste en archéologie gauloise, qui a su mettre en lumière des sites archéologiques méconnus. Grâce à ces fouilles minutieuses, nous avons pu découvrir des artefacts qui racontent les histoires de ceux qui ont vécu dans cette Gaule romaine. Sa capacité à faire parler les objets, à leur donner une voix dans le récit, est un véritable cadeau pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Les institutions qui soutiennent la recherche historique ont également joué un rôle primordial dans ce projet. Nous remercions chaleureusement le Centre national de la recherche scientifique pour ses subventions et son encouragement à l'innovation dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire. Leur engagement à promouvoir des études interdisciplinaires a permis à de nombreux chercheurs de croiser leurs approches, enrichissant ainsi le débat académique et nos propres réflexions. Un grand merci aussi à l'École française de Rome, dont les ressources et l'expertise ont été précieuses. Les échanges avec les chercheurs de cette institution ont nourri notre approche, en nous fournissant des éclairages sur la romanisation et la vie quotidienne en Gaule. Les séminaires et conférences auxquels nous avons assisté ont été autant d'opportunités de croiser des regards variés sur une même époque. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers les musées qui ont accepté de prêter leur collection pour ce documentaire. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, par exemple, a été d'une aide inestimable en mettant à notre disposition des objets d'une grande valeur historique. Ces pièces, qui témoignent des échanges culturels entre les Gaulois et les Romains, ont non seulement enrichi notre narration, mais ont aussi permis au public de visualiser concrètement cette époque. Nos remerciements s'étendent également aux partenaires locaux qui ont facilité nos tournages dans des sites historiques. Grâce à la collaboration de plusieurs offices de tourisme et de collectivités locales, nous avons pu accéder à des lieux emblématiques tels que l'oppidum de Bibracte et les vestiges de l'aqueduc de Metz. Ces sites, chargés d'histoire, ont offert un cadre idéal pour illustrer les récits que nous souhaitions partager. Un grand nombre de bénévoles, passionnés d'histoire, ont également apporté leur aide lors des tournages. Leur enthousiasme et leur curiosité ont été contagieux, et leur connaissance des lieux a souvent enrichi nos explications. Ces amoureux du patrimoine, qui arpentent sans relâche les chemins de l'histoire, méritent une mention spéciale pour leur engagement à préserver et à transmettre cet héritage. Nous n'oublions pas les conseils avisés de notre comité de rédaction, composé d'experts en histoire ancienne et en communication. Leur travail d'édition, minutieux et rigoureux, a permis de s'assurer que chaque détail était à la fois correct et accessible. Leur regard critique a été essentiel pour faire en sorte que notre documentaire soit à la fois informatif et captivant. Enfin, nous remercions notre équipe de production qui a su transformer nos idées en images. Leur créativité, leur technique et leur sens du détail ont donné vie à ce projet. Grâce à leur travail, nous avons pu voyager dans le temps et offrir une vision immersive de la Gaule romaine. Chaque plan, chaque son, chaque voix off a été pensé pour transporter le spectateur au cœur de cette époque. Ce documentaire est le fruit d'une collaboration collective, et il est important de se rappeler que l'histoire est avant tout une aventure humaine. Des milliers de voix, de découvertes et d'interprétations se croisent pour tisser le récit complexe de notre passé. En remerciant toutes ces personnes et institutions, nous célébrons non seulement leur contribution, mais aussi l'esprit de curiosité et d'exploration qui anime l'étude de l'histoire. Nous espérons que ce documentaire saura éveiller chez vous l'envie d'en apprendre davantage sur cette période charnière où la Gaule a su se réinventer sous l'influence de Rome, tout en préservant son identité.
Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux, nous vous invitons à poursuivre cette exploration, à lire les ouvrages des historiens que nous avons mentionnés et à visiter les sites archéologiques qui peuplent notre beau pays. Car l'histoire ne s'arrête jamais, elle continue d'évoluer, tout comme notre compréhension de ceux qui nous ont précédés.